L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et les improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Hébert. C'est lui. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter en version podcast sur iTunes ou YouTube ou Spotify. Notre invité aujourd'hui est Christian Chouinard. Oui, issu de l'école Mathieu Martin au début des années 90, Christian Chouinard s'intègre à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, en 1993, devenant assez rapidement capitaine de l'équipe des Verts suite au départ de Yves Doucette, avec qui il jouait depuis ses débuts. En 1995, il participe à sa première coupe universitaire à Sherbrooke à titre de joueur en rotation, puis en 97 à celle de Montréal comme assistant capitaine. Et par la suite, il ira étudier et jouer à et pour l'Université d'Ottawa. Christian Chouinard. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci d'être ici. On parlera avec Christian de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, la verbomotricité. Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions et nous les utiliserons tout au long de l'émission. Comme cette première question, Chouine, qui nous vient de John Boucher. Évidemment. Autre qu'il s'agisse, dit-il, du point d'origine de notre amitié, comment peut-on défendre notre participation au comité d'improvisation de Mathieu Martin en 92-93? I mean, on jouait au petit carrefour et on se faisait heckler par les gens qui passaient de la CAF au gymnase. Donc, parlons-nous de ces débuts-là en improvisation. Est-ce que ça commence vraiment, Mathieu Martin? Oui, en fait, ça commence... c'est la première fois que moi je joue à l'impro, mais c'est un peu tel que John l'a décrit. C'est assez chaotique. Il n'y a pas vraiment de lieu physique défini. On joue au milieu du plancher et les gens sont... il doit y avoir 3 personnes d'assises peut-être. Et le reste du monde qui nous regarde et qui savent pas du tout ce qu'on fait et qui nous garoche des insultes par la tête. On avait quand même tous une idée de ce qu'était l'impro avant, fait qu'on avait un idéal à atteindre, ce qui n'était pas ce qu'on faisait du tout. Mais on avait grandi avec l'impro à la télé. On avait vu, dans le cas de John, il y avait dans la péninsule, il y avait joué à l'impro dans diverses ligues là-bas. Donc, on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire. Ce que ça donnait, c'est ce que ça donnait. Puis c'était quand même assez formateur. Hein. Tu regardes ça et tu dis, on a déjà vu ce que c'était que d'essayer de convaincre un public qui veut absolument soit rien savoir ou qui comprend absolument pas ce que tu fais là. Mais vous autres, vous êtes même pas participé, vous participiez même pas à la Gougoune, là, si je ne m'abuse. Non, c'est effectivement. Il y avait, c'est avant que Mathieu Martin intègre vraiment le circuit secondaire. C'était un peu une idée à l'interne. Je sais que moi et John, on s'y intéressait, puis c'était aussi à travers la prof de théâtre à l'époque à l'école Mathieu Martin qui essayait un peu d'instaurer aussi la chose. Donc c'était assez artisanal, mais comme je dis, on est vu qu'on a continué, ça devait nous intéresser quand même, malgré l'aspect un peu, je ne sais pas appeler ça broche à foin, mais je veux dire, on faisait ce qu'on faisait. Comme je dis, il y a ceux qui savaient c'était quoi l'idéal, et il y en a qui jouaient, donc on avait quand même 2 équipes qui avaient aucune idée de ce qu'était l'impro. Donc, ils étaient là, eux, ils se faisaient dire, bon, maintenant, tu vas aller dire quelque chose. Tu sais, voici le plan de match. Et il n'y avait absolument aucune idée de ce qu'ils faisaient là et pourquoi ils étaient là. Donc, ça, c'était quand même assez rigolo. Vous êtes un peu comme les deux qui ont survécu, là. Oui, c'était nous et Pierre aussi. Pierre Tremblay. Pierre Tremblay? Oui. Ouais. Qui, en fait, la prof de théâtre était sa mère. Donc, il s'est retrouvé un peu... Il n'y avait pas le choix. Il avait comme pas le choix. Et on est un peu... Oui, c'était les seuls, je pense, qui ont éventuellement foulé l'improvisoire de l'Université de Moncton à partir de cette équipe originale, si on veut, de Mathieu Martin, qui était avant une équipe officielle. Parlons de la LICUM. Comment est-ce qu'on s'y rend, puis qu'est-ce qui étaient tes attentes et comment ça s'est passé cette première année-là pour toi? On s'y rend, en fait, on n'y connaît pas grand-chose. Moi, par chance que je connaissais John, qui, lui, avait quelques amis qui étaient un an plus vieux
ou 2 ans plus vieux avec qui il avait joué à l'impro dans la péninsule et qui était à l'université. Donc, je pense à André-Claude Paulin, par exemple, qui était là. Dédé jouait déjà. Donc, John me parlait il y a une ligue à l'université, puis il y a des gens qui font quelque chose de bien. Il me parlait de Robert Gauvin qui jouait puis qui l'impressionnait beaucoup. Donc, j'entends déjà parler des joueurs puis de la LICUM. Donc, quand j'étais en 12e année à Mathieu Martin, donc ça me préparait psychologiquement un peu à dire, bon, il y a quelque chose si jamais ça me tentait. Et je crois qu'ensuite, c'est simplement dans la journée d'orientation à l'université où j'ai vu qu'il y avait un kiosque, puis j'ai été parler aux personnes qui avaient là, puis de là, tout a déboulé. Vers le haut ou vers le bas, l'histoire ne le dit pas encore. Est-ce que ça a dégringolé ou gringolé? Gringolé, oui. Alors, ça peut être plutôt gringolé avec le temps, mais parce que moi, je me souviens de cette première année-là pour toi, Christian, où ce que moi, personnellement... T'étais le seul qui m'aimait, je pense. Ben oui, mais sais-tu pourquoi? Oui, vas-y. Oui, tu sais. Non, je sais pas. C'est parce que moi, j'arbitrais. Et donc, j'étais assis très, très proche. J'étais dans l'arène avec vous autres. Oui. Et toutes tes meilleures jokes, toutes tes meilleures pensées, tu sais là, que ce soit des jeux de mots ou des à côté, ou tu les glissais souvent comme en sourdine. Ouais, C'était comme un show privé pour moi, hein. Le public entendait pas ça, eux autres. C'était, je sais pas comment appeler ça, c'était un spectacle de chambre juste pour toi. C'est pas désagréable, C'est là, pas mais... désagréable, non. Je pense que c'était une année très formatrice. En me rendre compte que il y a des gens, puis oui, t'es pas le seul. Il y a des joueurs qui sont venus, des joueurs d'expérience qui sont venus me parler des fois en disant, tu sais, tu fais cette petite chose-là, mais c'est à peu près juste toi puis quelqu'un sur le banc qui l'a vu. Là. Pense et joue pour le public. T'as l'air gêné d'être là. Tu sais, laisse-toi aller. Puis si tu penses que c'est bon, ben essaye-le. Pire aller, le monde rit pas. C'est un peu la devise de l'impro. Pire aller, le monde rira pas. Ce qui était déjà le cas. Fait que j'ai commencé là. Puis, en fait, j'ai testé tout ce qui marchait pas. Et là, j'ai vu effectivement où est-ce qu'il y a le fond du baril. Et à partir de là, il ne restait qu'à gringoler. Oui. Parle-nous un peu d'Yves Doucette, parce que c'est un peu comme, j'ai envie de dire ton mentor, parce qu'il était ton premier capitaine dans l'ICUM, puis à quelque part, vous avez un style qui se voulait comparable. Oui, ben c'est un style qui, probablement qu'il y a des similitudes. C'est un style qui repose moins sur la sur-exagération de personnages ou de mimiques, et plus sur on a dit qu'on en parlerait plus tard, mais sur un jeu, un échange verbal. Et je m'y retrouvais plus là, pas parce que je trouvais le reste inintéressant, mais c'est effectivement, c'est juste qu'est-ce qui te rejoint, puis dans quoi toi t'es le plus à l'aise. Il y a des joueurs qui arrivent à marier les deux de façon exceptionnelle, et ça, je trouve ça assez incroyable. Mais moi, je me serais pas vu, en fait, puis oui, j'ai fini par le faire des fois, mais c'était carrément de la parodie. Je me rappelle d'un match plusieurs années plus tard où je pense que j'ai parodié Boom Morneau. Ben oui, là, c'est sûr, j'allais prendre un personnage surexagéré à la Boom. Là, je le faisais, mais c'est pas quelque chose qui, moi, naturellement, me serait venu par la tête. Donc, l'idée, le lien avec Yves, c'est effectivement, il jouait d'une manière souvent un peu plus posée, nuancée. Et ça fait en sorte aussi que quand tu utilises cette carte-là, la carte de la surexagération, ça surprend beaucoup les gens parce que c'est pas une carte que tu joues souvent. Donc, ça devient une carte cachée un peu pour toi aussi. Y a-tu d'autres joueurs de cette époque-là qui te reviennent? Ben, il y a John, évidemment, qui était un peu toujours l'encre d'impro dans ma tête à Moncton. Et j'essaie de passer les différentes équipes, à la fois les équipes de l'ICUM et l'équipe étoile. Donc, c'est sûr, il y a eu Régent Claveau, il y a eu Samuel Chiasson, il y avait Mireille. Plus on essaie d'y penser, moins ils nous reviennent. Margot, Basse, Jean-Sébastien, qui était là, je pense, il était là plus longtemps que moi, mais on a commencé à peu près en même temps. Oui, il était là un peu plus longtemps, comme dans 11-12 ans. Ben, j'essayais d'être poli. Et en fait, pendant que je nomme les noms, je vois les visages de tous ces joueurs-là, puis tous les styles, en fait, qui se complémentaient très bien. Et on avait une tendance qui était un peu, pas par hasard, j'imagine que c'était des affinités, mais les équipes comme telles dans la LICUM tendaient aussi à être divisées presque selon les lignes qu'on décrivait plus tôt. Donc, il y avait une équipe qui était beaucoup plus de style physique, il y avait une équipe qui était beaucoup plus de style verbomoteur. Ça faisait des clashs qui pouvaient être intéressants. Oui, entre autres, vous autres étiez verbaux, mais t'avais les rouges qui étaient très physiques. Ça pouvait être du sport. Je me souviens de certaines impros que j'ai fini avec Reg où on était tous les deux hors d'haleine. Et je pense que une en
entre autres, où on faisait un couple de danse et je l'ai fait tourner autour de ma tête. Et à la fin, lui il se prenait l'entrejambe parce que j'y avais écrasé un bijou de famille. Et moi, j'avais l'intérieur de la lèvre qui saignait. Puis les deux, on était hors d'haleine. Et on se disait, on s'est tout donné, je pense. C'était... Tout donné, c'était vraiment comme quelque chose de... à travers toute la ligue. Tu sais, qu'on ait des joueurs qui grimpaient des poteaux, des... tu sais, j'ai vu des... Pablo Montreuil. C'est des, ça. Ouais, des scènes de baise de même sexe qui... Ça, c'était souvent moi, ça, je pense. Ben, je pense que c'est pour ça que je le mentionne. Tu sais, le monde se donnait complètement. Oui. Puis je pense que c'est pas vrai de dire que t'avais pas un côté physique à ton jeu quand plusieurs joueurs de ce temps-là se souviennent de toi comme le gars qui allait tirer l'épée de son fourreau. On faisait un son. Ching! Oui, qui a été souvent copié et adapté depuis. J'ai l'impression que c'est comme un virus qui s'est... Ouais, comme moi, je pourrais pas, je m'imaginerais pas enlever un épée sans faire schling! T'es une schlingueuse, c'est bon. Si on me demande l'origine du schling, j'ai aucune idée. Probablement que c'était fait une fois, puis t'entends 2-3 personnes rire, puis tu dis, bon, ben, ça a l'air que schling, ça poigne. Je sais pas pourquoi, mais je vais le ramener. C'est drôle parce que c'est vrai que c'est des gestes qui restent, puis le contexte, des fois, est complètement absent. Et c'est pas très grave. On continue avec. Si bien que moi, j'ai vu un impro où ce que quelqu'un s'est enlevé la ceinture de ses pantalons d'un coup raide pour, je sais pas, battre ses enfants ou quelque chose, là. Qu'est-ce que tu fais avec une ceinture quand qu'elle est pas autour de ta taille? Et a fait le schling et là, a réalisé, hey, je suis niaiseux. Il a troqué le schlapp pour le schling. Écoute, je suis content que le schling soit devenu universel. Ça devrait faire partie du dictionnaire de l'impro, j'imagine. Ouais, ben, on l'enseigne à les maternelles, puis là, tu sais. Ben, c'est ça. En disant, si t'as pas fait le schling, c'est pas vraiment une épée. C'est ça. Comment est-ce qu'on saurait? Parce que, en plus, c'est même vraiment comme film de kung-fu où ce que... Oui, c'est comme un son exagéré, là. Ouais. Parce que les sons font pas vraiment de sens avec la réalité. Non, puis ça fait kung-fu ou style film de mousquetaire des années 50, parce qu'on dit, c'est vrai, ça fait absolument aucun sens. Il y a pas de l'épée dans un fourreau de cuir. Il y a pas de son qui sort quand une épée sort, mais on fait un ching et ça marche. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est à un autre niveau. Dans la tête de tout le monde, dans le cinéma, en arrière de son téléviseur et tout, quand ils voient le geste, ils n'entendent pas le son, mais leur cerveau le fait. Voilà, oui. Et moi, je l'ai fait et là, tout le monde l'a reconnu. Effectivement, c'est ça que ça fait dans ma tête. Oui. Je me demande, puis peut-être ça c'est une question à garder un petit peu dans notre tête pour la deuxième partie, mais je me demande si ton réflexe de faire des sons pendant que tu mimes, c'est un réflexe de verbomoteur. C'est oui, puis c'est un problème. Mon arbitre préféré, qui est à l'autre bout du micro, vous dira le nombre de punitions que j'ai eues en impro mimé parce que j'ai été faire un son. Parce que c'était inconcevable pour moi que ce geste soit pas accompagné d'un son. Bien franchement, j'en oublie plus que je m'en souviens. Mais pour moi, la punition, le chouin comme punition. Le chouin! Non, oui, le décrochage. Le chouin, oui, c'est le décrochage. C'est l'arbitre gazouille donne la punition de, disons, dans le respect de la catégorie ou quoi que ce soit, là, dans notre exemple, et se déplace. Et chouin suit l'arbitre des yeux. Se tourne, fait 360 degrés à suivre l'arbitre, faire sûr qu'il capte le signe. Pour faire sûr de pas faire la même erreur. Et pendant qu'il est en train de faire ça, ben, c'est une double erreur de décrochage. Et bien sûr, je la donnais aussi. On parle d'une époque où ce qu'on punissait. Beaucoup, là. Oui, assez. Je pense qu'en quelque part, je vais me donner une bonne image. C'était dans un désir d'amélioration continue. C'était vouloir comprendre ce qui avait été fait pour pas le répéter. Et c'était aussi pour donner un look un peu, je sais pas moi, patibulaire à l'arbitre en disant refais plus ça, ce qui marchait pas très bien. Mais oui, le décrochage, que ce soit lors d'un je pense que je vais pas me stiner sur le fait que c'est ma punition fétiche, que ce soit lors d'une punition reçue ou en tant que joueur, t'apprécies un petit peu trop l'impro que t'es en train de se passer et tu trouves ça drôle. Tu sais, j'appelle ça un Robert Gravel, qui était connu pour le faire lui-même, à s'éclater de rire pendant une impro. Donc, oui, compare-toi au meilleur joueur. Ben, je me dis, tant qu'à le faire, tu sais, tant qu'à le faire. J'ai dit tantôt que j'avais frotté le fond du baril. Là, on gringole pas à peu près. Et oui, ça aussi, je me suis retrouvé coupable de ça quelques fois, mais j'en ai pas honte du tout. Tu devrais pas non plus. Parce que dès la deuxième année, ça, c'est une année où tu as fait l'équipe étoile. Oui, on passe de, ben, faut dire que, la fameuse première année, j'avais quand même gagné quelques Phelps, quelques prix. Ah oui? Ben, un.
Je pense... Quelqu'un au singulier. Qui seraient les premiers Phelps, dans le fond, parce que la QI en 93, Phelps avait fait les prix pour la Coupe universitaire qui était à Moncton. Et là, ben, c'est juste devenu, hey, lui voulait les faire pour la LICUM comme telle. Donc, en 94, ça aurait été la première remise de Phelps à la LICUM, mais ça a duré 10 ans. À moins que je ne m'abuse, puis j'essaie de pas faire ça en public, j'ai mon Phelps que j'ai eu dans ma première année était le joueur le plus sympathique. Ah ouais. Puis je pense que la seule raison pourquoi je l'ai eu, c'est parce que ça s'adonnait que pendant la semaine d'études, qui était en même temps que la QI s'est jouée cette année-là à l'Université Laval, je ne faisais évidemment pas partie de l'équipe cette année-là. Mais ma mère, à l'époque, vivait dans la région de Québec, donc j'avais été assister à plusieurs matchs comme supporter d'équipe qui étaient là. Donc, j'avais en fait, puis je dois dire, ça m'avait beaucoup aidé parce que les mêmes joueurs qui, je ne vais pas dire qu'ils me regardaient de haut là, dans la ligue, quand m'ont vu là dans le public et m'ont parlé, tout ça, je me suis senti un peu plus en quelque part membre du groupe. J'étais pas un peu celui qui savait pas trop ce qu'il faisait. Je devenais un peu celui qui s'est déplacé pour les voir, celui qui apprécie ce qu'il fait. Puis je pense que ça a un peu aidé à mon intégration aussi. On apprend beaucoup juste à regarder. Ben oui, puis je dois dire que je suis ressorti de cette QI-là, je pense, différente. Évidemment, je ferais pas là du play-by-play vidéo, là. Et avoir vu d'autres styles. Puis d'autres styles qui jouaient par d'autres individus qui proviennent d'autres universités, qui des fois te ressemblent plus. Puis là, tu dis, tiens, je pourrais effectivement développer plus ça, cet aspect-là qui, moi, me rejoint plus. Donc, avoir vu ces joueurs-là évoluer aussi au niveau national, je pense, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, puis t'as passé une année aussi, je crois que cette deuxième année-là, si je ne me trompe, c'était l'année où ce que Bass jouait tout seul dans les blancs, là. Oui. Donc, il y a toujours besoin d'extra joueurs. Et Christian était une des personnes qui se portait volontaire à jouer avec Jean-Sébastien s'il lui manquait du monde. Fait que tu finissais par jouer 2 matchs par soir, de l'extra expérience tout ce temps-là. Et comme de fait, quand on est venu à créer l'équipe étoile, cette année-là, il y avait 2 joueurs en rotation, 2 nouveaux, si on veut, dans l'équipe, et c'était toi et Régent Claveau, et on allait chacun vous placer dans des matchs qui vous ressemblaient. Donc, ce que t'as vu du jeu, appelons-le québécois, mettons, comme les grandes universités avaient ce style-là, qu'on reconnaît encore comme le jeu de l'UQAM ou de Laval, ouais. Et toi, t'allais jouer avec ces équipes-là. Tandis que Régent allait jouer avec des équipes qui le ressemblaient plus, qui pouvaient mieux contrer, comme Edmundston ou Ottawa, je crois, là, donc qui était un petit peu plus physique et punch. Donc chacun était comme une arme secrète, si on veut, contre certaines équipes. Mais justement, ça, c'est les équipes qui t'avaient inspiré à devenir d'autant plus ce genre de joueur-là. Oui, tout est dans tout, hein. C'est intéressant, puis c'est intéressant aussi ce que tu abordes, à quel point on a tendance des fois à voir l'impro comme, justement, là, c'est de la pure impro, mais il y a de la stratégie derrière. Tu regardes les cartes que tu as, puis tu les joues un peu comme n'importe quelle équipe sportive. Tu peux changer tes éléments dépendamment de ton adversaire. Ouais. Comment c'était cette première QI-là, pour toi? C'était... Mon doux. On remonte à loin. C'était intéressant, en fait, parce que on a vu, je pense que c'est la première fois qu'on a vu l'UQAM participer. Ou s'il y avait participé avant, il y a eu un hiatus de plusieurs années. Puis, je pense que pour cette équipe-là, ça a été très formateur aussi parce que ce qu'on a vu de eux à Sherbrooke, c'était complètement différent de ce qu'on a vu de eux lors de la QI qui a suivi. Les souvenirs que je retiens, c'est en fait, il y a eu plusieurs moments forts de cette QI-là. Outre la mère déception là, de ne pas gagner en finale, il y a eu quand même des impros qui ont suscité des ovations du public. J'ai en souvenir l'impro où Pascal Gervais faisait quelqu'un qui flippait un plomb, qui tuait tout le monde autour de lui et que tout le monde revenait l'hanter. C'était quelque chose qui était en fait très dramatique et très comique en même temps. Et c'est une impro, je trouvais, qui jouait très très bien le fil du malaise qui fonctionne. Parce qu'on en a vu énormément des impros qui jouent sur le malaise qui fonctionnent absolument pas et c'est très gênant. Et t'es mal à l'aise. Que tu sois dans l'impro, que tu sois sur le banc, que tu sois dans le public, tu fais comme « Oh non! » tu sais exactement où ça s'en va puis ça s'en va pas à la bonne place. Mais quand ça fonctionne, par exemple, ça peut être magique. L'année d'après, il n'y a pas eu de QI. Ouais. Fait que ça t'en a volé une, si on veut. Oui, puis ça, c'est sûr que sur une carrière universitaire, tu sais, perdre une QI, ben, tu dis, je viens de perdre
j'ai 2-3 chances d'y participer, puis là, je viens d'en perdre une. C'était vraiment la déception. Je pense qu'on a encore, tout le monde de cette époque-là, on est encore déçu que cette QI-là n'ait pas eu lieu. On avait, je pense, aussi une équipe qui aurait été, encore une fois, très compétitive dans ce contexte-là. Je pense que tout le monde est sorti de là un peu meurtri. Là. Tu veux tellement aller montrer à tout le monde ce dont tu es capable, puis là, on t'enlève l'opportunité. Mm-hmm. Mais en revanche, l'année suivante, c'était quand même une QI que Moncton a perdu par la peau par la peau des dents, mais quand même, moment magique où ce que cette équipe-là était une des plus fortes qu'on a jamais présentées à un tournoi. Oui, puis le souvenir de cette QI-là est en fait très ancré dans ma mémoire. Je me souviens de notre entrée avant même que tout commence, là, notre entrée sur le campus à l'UQAM, puis on trouve un journal étudiant. Et dedans, il mentionne qu'il va y avoir la QI qui s'en vient. Il y a une entrevue avec l'équipe d'UQAM dans le journal où ils se font demander donc qui pensez-vous seront vos adversaires les plus coriaces. Et je crois qu'ils mentionnent, écoute, ils ont mentionné Laval, ils ont mentionné Ottawa, ils ont mentionné 4-5 universités, mais jamais Moncton n'est mentionné. Et là, on était pompé quelque chose de rare. On se disait, ben coudonc. Ça, on est l'université qui s'est retrouvée dans les années récentes le plus souvent en finale. On est l'université qui donne le plus de fil à retordre à la plupart des autres universités. Et ils daignent même pas reconnaître qu'on serait peut-être compétitif. Et on était en joie le vert, on était pompé, on était prêt à tout. Mais justement, les personnalités étaient compétitives, se nourrissaient de ça, là. Oui. Moi, je me souviens d'ailleurs, comme, évidemment, t'avoir dans l'équipe, c'était comme avoir une certaine fraternité entre nous, certainement, juste parce que on est tous les deux des joueurs qui se veulent, qui jouent sur notre culture, qui jouent sur... Oui. On lit pas les mêmes choses. Toi, t'es le genre à lire des briques plates. Zola, Hugo, pis ces affaires-là. C'est plus ton genre. N'empêche, te souviens-tu de cet arbitre-là de l'UQAM qui était venu nous voir en coulisses avant un match? On jouait contre Hearst. Il vient nous dire, on va pas vous donner de la manière ou d'auteur comme Molière parce qu'on veut pas vous désavantager ou parce que peut-être que vous saurez pas c'est qui. Ouais. Deux équipes de région. Oh non! Ça c'est un autre moment. Je pense que c'est bien que Jean-Sébastien ait été là parce que physiquement, j'avais de la misère à me retenir. Oh, vraiment? Ah oui, je pense, là tu dis, je peux pas frapper l'arbitre avant le match, ça serait mal vu. Ça aurait été un bien site mes grands cheveux parce qu'effectivement, il y avait une crime. Mais ça, c'est la journée que tu deviens un joueur physique, mais pas de la bonne façon. Un goût. Tout à fait. J'avais même, je me souviens, c'était dans quel lieu, nos loges, c'était en quelque part un corridor d'arrière-scène. Ouais. J'avais pris la mauvaise habitude, je ne sais même pas pourquoi, mais pour canaliser mon stress, je marchais un peu un corridor et je hurlais. Et ça aidait à faire sortir un peu le... Mais souvent, par la moitié du match, ma voix commençait à lâcher à cause du hurlement du pré-match. Donc, il fallait un peu réviser la stratégie sur ce point-là aussi. Mais je me souviens que cette fois-là, j'avais hurlé pas mal plus fort. Et c'était condescendant. Non, mais on rit, mais oui. je me souviens de ça. Oui. On en rit, puis c'est ça. Donc... Ben, faut en rire, parce que sinon, faut en pleurer, fait que... ou devenir un petit peu trop agressif. Oui. Bon, je garde de toute façon, je dois le dire, un souvenir très moyen de cet arbitre. Donc, c'est de bonne guerre. Peut-être qu'il pensait qu'on était une gang de barbares incultes. Ben, j'en pense pas moins de son style d'arbitrage. Ou plus. Pas moins ni plus. C'est ça. Ouais. Non, je me souviens qu'il était entré en coulisses. C'était un peu comme... Il a fait « Ouh! C'est d'équipe beef! » Tu sais, je me souviens de ça parce que tout le monde était grand. Ou Jack. Je pense quand il est entré, il y avait moi, John et Jean-Sébastien qui étaient là, épaule à épaule. Puis Régent devait pas être loin. Ben toi puis Régent, tu sais, vous faisiez pas le poids d'un des trois, là. Mais Sam, c'est notre petit bonhomme. Puis Sam est comme 5 pieds 10, 5 pieds 11. Sam, à ce jour, se défend tout le temps de dire, vous savez que je suis au-dessus de la grandeur moyenne pour un homme. Là, je suis pas un petit gars. Mais il devait se défendre parce qu'il était toujours entouré de gars surdimensionnés autour de lui. Oui.
Moi, ça m'a été très utile, d'ailleurs, dans ma carrière d'impro à ce moment-là, parce que quand ce que du monde venait, que ce soit à l'osmose ou avant ça, ça aurait été le frolic. Oui. Puis ils jasaient dans la foule, puis là, l'arbitre était obligé de leur dire de se fermer les boîtes, puis il y a du monde qui disait on se verra dans le parking. Tu sais, on sortait à la fin de la soirée, puis j'étais entouré de toi, Jean-Sébastien, puis John Boucher. Il y C'est sûr que ça calmait les ardeurs. y avait jamais personne dans le parking. C'est bizarre, hein? Le rack à Bessic était vide. Parlons un peu du jeu, parce que vraiment, c'était ça qui était spécial à propos de cette cuit-là. C'était une très belle cuit marquée de moments. Il y a des impros dans cette cuit-là qui sont restées très marquantes dans l'esprit de plusieurs gens. Je dirais en particulier celle du soldat à Régent. Celle où c'est très très rare que ça va arriver, où tous les joueurs font une impro et eux sont en train de faire une chose, font l'impro qu'ils imaginaient dans leur tête et qui vivent là, dans le moment présent. Et ensuite, on vient se faire dire par quelqu'un, après le match, « Hey, cette impro-là, il utilise un mot et on n'a aucune idée de quelle impro il parle. » Et là, on leur dit de laquelle vous parlez. Finalement, ils décrivent des moments, puis on dit « Mais c'est pas du tout ça qu'on a fait. » Et tout le public a compris un niveau complètement différent de notre impro. Et le niveau que le public a compris était en fait bien meilleur que ce que nous, on faisait. Après ça, on s'est dit, hey, on est bon rare parce qu'on opère sur un niveau inconnu à nous-mêmes. Faut être bon, chose de rare. Ben, c'est à propos de manier une ambiguïté, là. Oui. Donc, tu sais, cette impro-là avait été marquante, je pense, même dans cette cuit-là. Une autre impro, moi, qui me vient à l'idée, c'est celle où on faisait un match de lutte à la style lutte professionnelle WWE, mais c'est verbal. Donc, il n'y a jamais un geste vraiment ou un coup de posé. Les agressions sont verbales et le jeu qu'on fait est un jeu où, dès que tu as une attaque verbale, l'autre la reçoit comme si c'était une attaque de lutte. Ah ouais, comme un tag team dans une chicane de couple, là. Oui, et je me souviens particulièrement ça avait été, moi j'ai trouvé que ça avait été le tournoi de Mireille, ce tournoi-là. Mireille avait fait des choses pendant ce tournoi-là qui avaient été absolument exceptionnelles. Elle a été chercher des niveaux qu'on ne voyait pas dans la ligue, qu'elle n'utilisait pas. Et là, tout est sorti presque dans la même cuisse. C'était un moment après l'autre. Et dans cette intro-là où je me souviens, je suis l'agresseur, si on veut, dans le match de lutte, et je lâche pas. Vraiment, là, je suis sur une lancée, et c'est une insulte après l'autre, et elle est là en train de meurtrir, et elle lance un geste à la Hulk Hogan avec son petit doigt qui lève, et qui se met à faire non du doigt, et là, toute la foule commence à remarquer, et la foule devient comme une foule de lutte qui se met à applaudir, et là, plus la foule applaudit, plus Mireille se lève, et là, elle me répond, et là, moi, je m'écrase complètement. Mais c'était, encore là, c'est des petits moments comme ça qui ont fait que certaines impros sont passées à l'histoire. Je me souviens dans la QI qui a suivi qu'il y a des joueurs de l'UQAM qui nous ont dit on a des vidéos de cette finale-là, puis on a vu les impros de nouveau. Et les comparés que vous aviez faits étaient exceptionnels. Ils en revenaient pas du niveau des comparés qu'on avait fait. Et à notre défense, c'est pas comme si c'était quelque chose qu'on avait répété pendant des jours. C'est des concepts qu'on avait imaginés avant, c'est-à-dire peut-être un match de lutte comme ça, mais on n'avait pas fait rien de ça. Tout ça a dégringolé, si tu veux, pendant cette cuit-là. C'était plusieurs moments magiques qui ont été vécus par tous. Et là, t'as terminé tes études à Moncton. Je suis un tueur qui a fini son bac en 4 ans. un des rares. Oui. Mais moi, j'ai pas fait ça. Je soupçonne plusieurs personnes d'avoir soit changé de majeur ou d'avoir uniquement pour pouvoir continuer à jouer à l'impro, pour pouvoir justifier à leurs parents qu'ils avaient besoin d'une autre année de support financier pour finir leur diplôme et continuer à jouer à l'impro. Ça se passe encore, ça. Ah oui, il y a du monde en masse avec des bacs en impro, là. C'est un peu ma réponse. Hein. Quand les gens disent c'est un bac en quoi, je dis officiellement un bac en physique, mais on va s'entendre, j'ai un bac en impro. Si on mettait le nombre d'heures consacrées à l'impro, puis bon, il y a joué, il y a les pratiques, quand on parle du contexte de l'équipe étoile, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans notre tête qui oscille souvent autour de l'impro. C'est incalculable le nombre d'heures en fait qu'on passe à penser puis à réfléchir à ça. Et lorsqu'on est en groupe d'improvisateurs aussi, c'est une impro. J'allais dire, il n'y a pas de public. C'est même la moitié du temps pas vrai parce que si on est dans un pub puis on est 3-4 improvisateurs, il y a un public. Les gens aux autres tables, on s'en aperçoit après un bout de temps. Ils s'occupent plus de leur conversation, ils nous écoutent puis ils rient. Donc... ils nous maudissent. C'est ça. Un ou l'autre. Mais à Ottawa, tu joues aussi de l'impro, non?
Oui, je me suis joint à la Ligue quand j'ai commencé ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'ai joué là pendant 2 ans, un peu plus impliqué dans la première année, un peu moins dans la deuxième. Puis participé à la QI à Saint-Boniface en 98, je crois. John Boucher qui nous revient avec une question. Comment as-tu appris à vivre avec ta traîtrise quand tu as défendu les couleurs de l'Université d'Ottawa au QI après avoir joué avec l'Université de Moncton? C'est à quoi je répondrais à John, comment arrives-tu à vivre avec toi-même qui a trouvé une brosse à dents dans le fond d'une douche d'un YMCA à Saint-Boniface, une brosse à dents usagée. Et toi, ils ont oublié la tienne, t'es dit, je vais m'en servir pour me brosser les dents. À ce jour, John dit que, voyons, c'est-tu pas pire de pas se brosser les dents? Et tout le monde de répondre, non, c'est pas pire de pas se brosser les dents. Et je sais que j'ai un peu évité la question, mais je peux y revenir, mais je pensais que c'était vraiment l'essentiel du message. L'hygiène buccale de John a toujours été quand même assez centrale au niveau du groupe. Non, je ne comprendrais pas quelqu'un qui... je sais que c'est envoyé en blague. Je veux dire, on aime l'impro ou on n'aime pas l'impro, puis on continue à jouer. Puis en fait, c'est un défi de joindre une nouvelle ligue parce que on vient avec son bagage. Si on a joué dans l'équipe étoile, on vient aussi avec une étiquette. Donc, les gens ont un biais en partant, que ce soit positif ou négatif. Et ensuite, tu te dois un peu de rencontrer un peu les attentes. Donc, c'est un défi. Puis t'ajuster aussi. Je veux dire, tu vois la ligue, une nouvelle ligue opérer. Et tu dis, bon, ils font pas ça pareil. Ou le public semble mieux aimer ce style-ci plutôt que ce style-là. Donc, il y a une période d'ajustement. Mais à travers tout ça, il y a aussi plein de nouvelles et très belles rencontres qui sont faites. Et ça doit être un des points... Je veux dire, s'il fallait faire de la pub pour de l'impro un jour, les amitiés que tu peux faire en impro sont très, très intenses. Ça peut aller des deux bords. Hein. Si je prends John, par exemple, il y a peu d'amis avec lesquels j'ai pu avoir des expériences aussi hilarantes et positives, et peu d'amis aussi avec qui j'ai pu avoir des frictions aussi intenses. Mais pourtant, ça n'a rien changé. Je pense que les gens qui font de l'impro sont des gens qui sont en général assez intenses, sans nécessairement être extrovertis. Ils se donnent dans ce qu'ils font. T'as comme pas le choix en impro. Si tu te donnes pas, t'es Christian en première année qui dit une joke à demi-voix puis personne la pogne. Mais ça vient avec des émotions fortes et ça vient avec des personnalités fortes. Mais ça crée des liens très forts. Puis ça, c'est quelque chose qui est à mon sens, qui est très positif. Si je me souviens bien, t'as joué cette fois-là à Saint-Boniface. T'étais plus du côté de l'organisation que des officiels à Ottawa en 99. Est-ce que il y a eu une décision consciente de ne pas réappliquer à leur équipe étoile ou Non, j'étais en fait mon début dans la ligue avait été difficile, je déménageais pendant ce temps-là, j'avais dû manquer plusieurs matchs. La décision de l'équipe étoile avait été faite très rapidement et initialement j'avais manqué je pense 3 des 4 premiers matchs à cause de conflits, que ça soit de nature, j'étais en maîtrise, je devais aller à certains endroits, je pouvais pas être au match, de sorte que j'avais pas pu vraiment montrer ce que je pouvais faire, j'avais pas été sélectionné. Il y avait eu de la frustration suite à la première sélection, ça a été amené une deuxième sélection, j'avais fait l'équipe lors de la deuxième sélection, mais je me suis retiré en fait de l'équipe avant la QI. J'avais trop de choses qui allaient en même temps dans ma vie, puis je devais laisser aller quelque chose. Puis laisser aller ma maîtrise faisait pas vraiment partie des options. Donc, puis je savais que de toute façon, l'équipe était en de très bonnes mains. C'était une équipe très compétitive. D'ailleurs, ils ont gagné la QI. Puis, je sais qu'il y a des joueurs avec qui j'ai joué, que ce soit à Moncton ou à Ottawa, qui sont venus me voir des fois en disant, mais tu sais, comment tu te sens? T'es-tu défait, déconfit parce que t'as laissé aller l'équipe qui, tu sais, t'aurais pu avoir ton nom sur la coupe essentiellement. Mm-hmm. Puis, non. Je veux dire, quand tu prends une décision puis tu vas avec. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de tout ça. Donc, c'était un choix conscient de ma part, puis je l'ai toujours très bien vécu. Ça me revient, là. J'ai-tu pas couché chez vous, cette QI-là? T'as très couché chez nous. J'étais malade comme un chien. T'es toujours malade comme un chien. T'as jamais été malade pas comme un chien. Ouais, non, des fois, je suis chien comme un malade. Mais là, j'étais excessivement malade, comme fiévreux. Et je me souviens je me souviens à peine d'avoir arbitré pendant ce tournoi-là à cause de ça, mais je couchais pas avec mon équipe, peut-être par exprès, ou on avait pas assez
Lee? Je me souviens plus du contexte pourquoi tu étais chez nous, mais oui, c'est vrai que t'avais crashé chez nous. Ben, merci. Ben, ça me fait plaisir. D'ailleurs, moi, je pense que j'avais été, oui, c'est ça, j'étais un des juges de ligne pendant cette QI-là. J'avais dit à l'équipe, je vais rester dans votre entourage, là, il n'y a pas de souci, là, je m'efface pas complètement, là, du portrait. Je me souviens comme juge de ligne pendant une entracte et certains problèmes techniques, d'avoir commencé à déconner et faire rire le public. Donc, je me disais, bon, ben, je continue à faire ma part quand même. C'est une QI qui était, à mon souvenir, très intense. C'est la deuxième année où on voyait Antoine Vézina de l'UQAM faire faire son Antoine. Je sais pas comment le décrire. Oui. Non, ben il y avait un style très, très à lui. C'est très difficile de jouer contre quelqu'un comme ça parce qu'on se prend à être public, même quand on joue contre lui. Comme joueur, dire il faut que je me dissocie, là, je peux pas juste le regarder faire, faut que je joue avec lui. Je me souviens, la réaction initiale avait été c'est un joueur rude parce qu'on n'arrive pas à jouer avec. Puis en fait, en y repensant, non, c'est pas un joueur rude, c'est que c'est un joueur, lui, il joue sa game, c'est à toi à jouer aussi. Il t'empêche pas de jouer. Il te met au défi, là, ouais. C'est ça. Celui-là, si t'es capable. Mais tu sais, il y a pas de refus de sa part. Il y a pas de refus de jouer avec toi. Mais c'est à toi à pédaler. Ouais. Et je dirais que le jeu a évolué depuis beaucoup plus dans ce sens-là, de commencer dans le milieu des choses, oui. Des amorces qui se voulaient un petit peu plus... Oui, puis si je me rappelle, à cause de nos expériences, puis les années dans lesquelles on a joué, on s'est retrouvé à jouer avec des gens qui maintenant, on les voit un peu partout, là, à la radio, à la télé et tout. Et il reste que si je vois Edith Cochrane à la télévision, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir à quel point c'était difficile de commencer une impro contre quelqu'un comme ça, parce que elle commençait dans le vif. Ça commençait pas avec une intro lente. Tu sais, tu te retournais de ton banc du caucus et déjà elle était là, elle avait pris un visage d'une petite vieille rabougrie, le chandail par-dessus la tête, tu te disais bon, ben ça a l'air que c'est là qu'on s'en va. T'avais pas un moment de te dire, tu sais, est-ce qu'on installe quelque chose à deux? Là, clairement, quelqu'un avait pris une décision et si toi tu décidais de faire la même chose, quelqu'un devait laisser le bout du bâton à m'emmener. Alors que si je pense à quelqu'un comme Tammy Verge, elle dans son cas, il y avait plus d'analyse en début d'impro sur où est-ce que les deux joueurs se trouvaient puis qu'est-ce qu'on allait faire ensemble. Donc c'est des styles différents. Puis on voit chacun tire son épingle du jeu dans tout ça et on arrive à s'adapter ensuite au style de chacun. Si on pense soit aux joueuses que j'ai mentionnées ou à Fred Barbouchi aussi, nous dans la ligue, on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais commencé une impro en se disant je me garoche à quatre pattes à côté de quelqu'un et je suis un chien. Ça aurait été un troisième personnage aurait été le chien, mais commencer comme ça, tu te dis, tu viens de mettre l'autre dans un personnage lui-même. Il n'a pas le choix que d'être soit le maître ou l'étranger qui rencontre le chien, mais t'as plus un grand choix, là, moins d'ignorer le chien. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose. On grandit dans tout ça, puis on se rend compte que chaque école apporte quelque chose à l'édifice qui est l'impro, puis apprend de l'autre. Tu sais, je me souviens d'un commentaire que Barbouchi avait fait à Sam à un moment donné. Les deux étaient en conversation et les deux se disaient « Je sais pas si mon style fonctionnerait aussi bien dans ta ligue. » Et chacun parlait, tu sais, de la ligue de l'autre. Et les deux avaient raison. On est aussi un peu moulé dans le lieu où on se développe. Et le fait d'aller à la QI nous force à sortir un peu du moule, des fois de manière violente, et des fois de manière très rigolote. Je veux dire, on parlait de Saint-Boniface. Saint-Boniface a donné lieu à des impros qui étaient complètement déjantés parce que le contexte était étrange. Donc, on avait une QI sur un petit campus qui était désertique. Il y avait à peu près pas de public. On était obligé, je me souviens que des officiels, des fois, étaient obligés d'aller chercher d'autres équipes qui étaient entre des matchs, puis dire, venez, ça prend du monde dans la salle. S'il y a un vote dans le public en ce moment, on est dans le trouble parce qu'il y a personne qui peut voter. Donc, ça avait amené des situations assez loufoques où c'était aussi des gens de la famille de l'équipe de Saint-Boniface qui étaient là. Donc, je me souviens d'une impro où par hasard, on avait parlé avec le type qui avait la ceinture fléchée à Saint-Boniface, qui était un des organisateurs du Festival du Voyageur, je crois. Et son fils jouait pour l'équipe de Saint-Boniface. Et on jasait avec lui comme ça, pas pendant un match. Et il nous parlait de son fils, il nous parlait de son autre fils qui avait quitté la maison, mais qui a fait louer une chambre dans la maison d'à côté et qui volait le câble, en fait, en faisant passer le fil par la chambre d'une maison et l'amenant à l'autre maison. Et pendant une impro, Ottawa, quand je jouais pour Ottawa contre Saint-Boniface, à ce point-là, je pense qu'on dominait le pointage d'une manière... Il n'y avait pas de remontée possible de la part de Saint-Boniface, fait qu'on décide de s'amuser un peu. Quand il y a caucus,
je me revire vers le banc de Saint-Boniface et je pointe l'autre gars qui est le fils de l'organisateur du Festival du Voyageur. Et lui, il se pointe lui. Je dis, oui, toi, tu viens jouer. Je vous donne pas le choix essentiellement. Là. C'est lui que je veux. T'sais. Et toute l'équipe fait comme, d'accord. Puis il l'envoie. Je commence à en prendre un rôle de policier. Et je le traite comme le suspect numéro 1. Et en fait, lui, il savait pas que j'avais parlé à son père. Et là, je me mets à sortir sa vie devant tout le monde. Et il y a sa famille dans la salle. Et là, toute sa famille se met à s'éclater de rire. Donc, je lui parle de sa vie, de où il a grandi, de ce qu'il faisait quand il était petit. Parce que son père nous avait fait un portrait total de ce gars-là. C'était pas juste à propos de voler le câble. Non, c'était pas juste à propos de voler le câble. Mais le voler le câble, c'était un peu le punch. Parce que là, lui, il est là, il sait pas. Puis là, il me regarde, puis il me connaît pas. Et je commence à décrire sa vie, son enfance, son adolescence, l'école où il a été. Là, il fait comme... Là, il est figé. Et le clou, c'était « Et en plus, votre frère vit dans la maison d'à côté, n'est-ce pas? » Puis il dit « Ouais. » Et là, il rit. À ce moment-là, il comprend plus rien. Et il vole le câble. Et là, le gars, il part à rire. Là, il pouvait même plus continuer. Et ultimement, c'était tellement absurde que la famille au complet avait voté pour lui. Il avait pas dit un mot. Tout ce qu'il avait fait, c'est rire tout le long. Il ne comprenait rien. Puis il avait gagné le vote. Puis j'étais super content qu'il gagne le vote parce que ça avait été un moment quand même assez rigolo. Ça fait partie de ces moments-là qui ont lieu, qui sont pas nécessairement des grandes impros, mais qui sont plus humains, si on veut, qui nous rapportent à des... Puis une bonne utilisation du local, c'est-à-dire oui. de la dimension locale, pas la salle. Là. Oui. Non, la dimension locale, ça serait la controverse du rideau, Mike. Il y a aussi ça. Il nous reste très peu de temps. On a une couple de questions éclairs, Christian. Bon, oui. Qui viennent du public. On a une question extrêmement sérieuse qui vient de Boum Morneau. Il dit « On a toujours été flabbergasted par ta chevelure! » Donc, il veut qu'on en parle. Ça, c'est triste. C'est comique et triste à la fois. C'est triste parce que c'était laid, là. Je veux dire, on s'entend. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Premièrement, pour ceux qui savent pas, j'avais une tête quand même de cheveux assez, pas vraiment frisée, serrée, mais ondulée. J'ai commencé avec l'idée de dire, je vais voir si je peux me laisser pousser les cheveux. Et j'ai attendu, puis 8-9 mois plus tard, les cheveux poussaient, mais jamais ils pendaient. Non. Donc, tout ce que ça faisait, c'était grossir en boule. Vers le haut. Et oui, et vers le haut. Et en fait, de manière très sphérique. Et oui, c'est devenu vraiment un afro. Donc, je marchais avec un afro. J'avais un casque de cheveux qui me protégeait en permanence. C'était horrible. C'est devenu un peu un trademark là, cette année-là en impro, où l'annonceur maison, Serge, faisait des blagues là-dessus, où puis moi, t'as aussi bien en rire. Certains matchs, je m'étais complètement mouillé les cheveux juste avant, fait que j'avais commencé le match avec les cheveux collés sur la tête, puis par la fin du match, j'avais l'afro qui avait comme tranquillement apparu à mesure que les cheveux séchaient. C'était grandiose. Et tout ça, en fait, s'est terminé avec un party où je rentre dans le party et tous les gars dans le party font comme « Ah, dude, ça, c'est la best throw ever. » Puis tout le monde était vraiment... tu sais, j'avais des high fives, tout allait bien. Et je me retourne, et tout ce que je vois, c'est 3-4 filles qui me regardent puis qui font un non de la tête. Et là, je me suis dit ouais, « C'est le fun, les gars, là, mais c'est pas vraiment pour vous autres que je fais ça. » Donc, le lendemain, j'avais été me faire couper. Bon. La pression sociale, c'est dur quand même. Ce que je t'épargne ici, c'est tous les autres commentaires à Boum qui sont un petit peu trop mielleux. Comment sympathique, pis ci, pis ça. J'étais comme, non, je mets pas ça sur la feuille. J'ai des très bons souvenirs avec Boum, dont le meilleur était dans ma tête, là, c'est celui où Reg s'était tellement moqué de nous autres. On était au Frolic probablement, il y avait la musique jouait. Et c'était sur une des tunes rap de l'époque. Et ni moi ni Boum, on comprenait vraiment ce que le gars disait. C'était la chanson où le refrain c'était Murderer, puis I'm a lyrical gangster, murderer, ça. Bon, on n'avait aucune idée. Fait que là, moi et Boum, on était arrivés avec la conclusion que ce que le chanteur disait, c'était I'm the leprechaun monster. Et quand Reg a entendu ça, il s'est pissé dessus, je pense, pendant 1 heure à nous ridiculiser. Et Boum défendait notre version avec beaucoup d'énergie. J'ai tellement souvent entendu Leprechaun Monster, mais je savais pas que ça venait de là. C'est là que ça vient de là. En parlant de Reg, c'est à lui la dernière question de la première moitié. Il fait justement référence à ce qu'on parlait de votre générale taille de personne que tout le monde avait dans le temps. Peux-tu parler d'être imposant physiquement, mais jouer comme un petit? C'est étrange, hein? C'est étrange parce que c'est drôle, je m'attendais pas à cette question-là. Puis, je fais un parallèle plus tard dans ma vie. Lors de mes études de doctorat, j'ai fait de la boxe. Puis, il y a 2 styles en boxe, qui tu te bats comme un grand,
qui serait un peu comme Mohamed Ali, donc que tu sautes beaucoup alentour et t'atteins ton adversaire de loin, ou tu te bats comme un petit, qui serait un peu à la Mike Tyson, donc tu te refermes puis tu rentres un peu dans l'adversaire, mais de manière plus compacte. Et en fait, on dit se battre contre un grand ou se battre comme un grand ou comme un petit, mais ça n'a pas vraiment rapport avec ta grandeur. C'est vraiment ton style. Donc, oui, physiquement, je suis plus imposant que la moyenne, mais je pense que ça a toujours été un peu quand en fait, t'as presque une responsabilité sociale quand t'es plus imposant, qui est faire attention de pas faire mal aux autres. Ça, tu l'apprends très jeune quand tu joues, que ce soit dans la cour, ensuite que ce soit dans les sports. Tu sais, s'il y a contact, c'est jamais toi qui tombe, c'est l'autre qui se fait mal. Puis on dirait que ça devient une certaine seconde nature, de dire, ben là, faut pas que je prenne trop de place, faut pas que je prenne, que j'en impose trop, faut que je laisse la place aux autres. Donc, ça devient un peu, une seconde nature. Je sais pas si j'avais continué on joue de l'impro à différents stades de notre vie, puis je suis sûr qu'on le joue différemment. Quand on joue lors de sa carrière universitaire, on est encore, on sort du secondaire, on est encore beaucoup, je pense, orienté autour de la pression sociale, puis de l'acceptation des autres. C'est à l'université où on commence à laisser aller un peu tout ça. Puis je me pose la question, si on continue à jouer longtemps, à quel point on devient plus authentique par rapport à soi-même dans notre jeu. C'est-à-dire, plus on accepte qui on est et ce qu'on est, plus notre jeu aussi est reflété de la même manière. C'est une bonne question. Moi, je pense que oui. Faudrait tout qu'on se mette à rejouer. Moi puis Isabelle, on joue déjà. Hein. Ouais, ben c'est donc, ça. On inclut la personne qui parle seulement. Ouais. Seulement, oui. Avec l'exception de les gens qui un petit peu se bloquent, là, qui s'appuient sur la rouille puis là, qui se décident qu'ils peuvent plus jouer, là. Qui est la majorité. Qui est quand même beaucoup, une Ouais. grosse portion de joueurs plus vieux, là. Je pense que quand ce que t'évolues, l'impro est tellement ancré à qui ce que t'es, parce que t'as pas le temps de vraiment réfléchir à tout ça que tu fais avant de le faire. Ouais. Je pense que c'est extrêmement intime par rapport à qui ce que t'es, puis ta personnalité, puis aussi que tes intérêts à ce moment-là, tes priorités à ce moment-là. Puis je pense qu'à mesure que tu vieillis, pis t'es de plus en plus à l'aise puis confiant dans qui ce que t'es, le plus que ça c'est de plus en plus intime puis t'es plus à l'aise de montrer ça. Fait qu'à mon avis, ça serait vrai, ça. Oui, puis je crois que c'est très pertinent, tu sais, même si c'est la question de Reg est excellente, parce que je m'étais pas posé la question, puis tu sais, en y pensant à haute voix, je me dis oui, parce que si moi me suis toujours dit il faut que je fasse attention aux autres, puis faut pas que je n'impose trop, c'est sûr que ça a dû se refléter dans mon jeu aussi. Je veux dire, je me souviens, puis c'était une critique par rapport entre moi et Reg, c'est une critique que Michel, Mike ici présent, me faisait. Il me dit, pourquoi quand tu joues contre Reg, tu n'imposes jamais ton idée? Puis pourtant, tu vas faire d'excellentes impros avec lui, mais dès que ça commence, peu importe ce que tu avais décidé sur le banc, tu te retournes et tu laisses Reg commencer. Puis j'ai même pas de réponse à ça. Peut-être parce que Reg démontrait une confiance naturelle qui faisait en sorte que j'allais pas la questionner. Je me dis, bon, il a l'air plus confiant dans ce qu'il va faire que moi, donc on va aller avec. Mais oui, c'est matière à réflexion, tout ça. Ben, là-dessus, on va prendre une pause. Je vais y penser, justement. Et au retour, on parle de la verbomotricité avec Christian Chouinard. À tout de suite. Parfait. On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et Christian Chouinard. Oui. Là-bas, on parle de verbomotricité. Alors, on a déjà parlé de jeu physique, d'ailleurs, avec ton ancien partenaire de jeu, Régent Claveau. Et ça fait juste du sens. Je me souviens même, un moment, on a fait, tu sais là, il y a un temps qu'on avait un magazine d'impro qu'on faisait avec une photocopieuse. Et il y avait eu deux textes là, qui se contrastaient. Jeu physique versus jeu verbal. Et c'était Régent et toi qui avez écrit ces textes-là. Oui, puis si je me souviens bien, le contexte, c'est que tu nous avais demandé de faire cet exercice-là, et Régent avait écrit un texte pseudo-sérieux sur le jeu physique, et moi, j'avais décidé d'y aller de manière plus excentrique, où en fait, j'abaissais le jeu physique, puis j'essayais de remonter le jeu verbomoteur, et tu avais informé Reg de la chose, donc il a changé son texte complètement, et là, lui a aussi envoyé la twist où il essaie de démolir le jeu verbomoteur, ce qui avait donné en fait un échange assez rigolo. Oui, c'est ça. Ah, ben, en plus, c'est comme, t'as mis, c'était à vos images. Ou ce que, toi, c'est plein des contrepètreries puis des janotismes, pis, ben, je veux dire. Je pense que le bon mot, Mike, c'est compétrie. Compétrie. Puis,
Et Reg, lui, c'était des dessins de bonhommes qui bougent. Non, c'est ça, lui, il avait pas le beau jeu. Là. Dans un texte écrit, tu dois parler, tu dois utiliser le langage. À quelque part, je pense que tu avais gagné le point. Mais si on parle de... Peut-être qu'on peut se lancer avec la question à Basse Lévesque, qui relate ça peut-être à quelque chose de plus... comme la dimension personnelle. Vaste demande comment ton jeu a évolué au cours des années. On sait évidemment que t'es verbomoteur, mais est-ce que c'est tout? Comment ça évolue? Comment t'as évolué dans cette verbomotricité-là à travers le temps? Ben, je crois qu'effectivement, le commentaire plus tôt, c'est-à-dire pleinement assumer sa verbomotricité, de un. Donc, devenir de plus en plus expressif, de plus en plus assumé, quoi. Puis l'apprentissage, je veux dire, bon, on aime se définir comme verbomoteur ou comme physique ou il reste qu'on n'aurait probablement pas eu les carrières d'impro qu'on a eues si on avait été seulement une chose. Donc, à travers les années aussi, c'était d'apporter des notions de jeu physique et en fait, les choses intéressantes, c'est d'entremêler les deux. Et d'être capable, en fait, d'apporter un inattendu à une impro, des fois, qui peut être très statique, c'est-à-dire qui fonctionne bien, qui est drôle, mais qui bouge très peu. Et là, apporter un élément physique qui provoque. Et ça fait partie de l'évolution de l'apprentissage. En parlant d'apprentissage, moi, une de mes questions que j'ai, parce que moi, je me considère à la base un joueur verbomoteur. Et pourtant. Ben non, mais c'est ça, oui. C'est comme tu dis. Je pense que faut que tu cherches ailleurs et j'ai déjà joué des tournois où je refusais d'être refusais pas d'être verbomoteur, mais essayons d'être un joueur physique. Qu'est-ce que ça serait? Est-ce que j'en ai assez vu, j'ai assez d'expérience, je suis mal bâti, est-ce qu'on peut utiliser ça, tu sais, là? Mais, en termes d'apprentissage, je pense que ça semble, pour un joueur physique, si on est pour les contraster, un joueur physique, souvent semble avoir ce talent naturel-là. Un joueur verbomoteur peut-être aussi, mais il y a tellement beaucoup de choses dans le verbomoteur qui dépend de ton éducation. Faut que tu aies des mots. Faut que tu aies un vocabulaire. Faut que tu aies... Non? Oui. De ta curiosité, peut-être. C'est sûr que ça aide d'avoir beaucoup lu, parce que t'as un vocabulaire, je dis ça en cherchant mon mot pendant 5 secondes, t'as un vocabulaire un peu plus élaboré, ce qui te permet de reposer dessus lors de moments un peu plus indécis. Tu sais, tu peux toujours dire, je vais me rabattre sur 5-6 adverbes le temps que la prochaine idée se développe un peu. Bien utilisé, bien joué, ça peut fonctionner. Mais tu sais, je vois un peu où tu vas en venir. C'est-à-dire, c'est pas un talent naturel. Je sais pas si c'est pas un talent naturel. En quelque part, tu sais, en anglais, on dirait the gift of gab. Être capable de juste continuer à y aller, à parler et d'occuper le moment en se disant, je vais juste continuer, puis ça va venir, d'une manière ou d'une autre. Ça, je crois que c'est pas quelque chose qui se développe beaucoup. C'est quelque chose qui est un peu en toi. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut développer son vocabulaire, peut développer ça, oui. De la même manière que quelqu'un de verbomoteur, puis je crois que c'est là que tu voulais peut-être en venir un peu, c'est un peu plus facile de développer un jeu physique si c'est un jeu verbomoteur que l'inverse. Peut-être. Une des choses qu'on remarque en Acadie, c'est que il y a plus de jeux physiques ici, quand on se retrouve dans des rencontres interuniversitaires, certainement, il y a plus de jeux physiques de provenance néo-brunswickoise qu'au Québec. En tout cas, dans les sphères universitaires. Puis une des choses qui semble jouer là-dedans, parce que c'est même vrai au niveau secondaire, je pense que comme les joueurs de Mathieu Martin ont souvent fait le bac international. Oui, puis sont beaucoup plus les sortes de joueurs qui sont debout là, en train de parler. Blablabla, tandis que d'autres régions ont pas accès à ces genres de cours-là non plus. Et on semble ici, au Nouveau-Brunswick, développer beaucoup plus de joueurs physiques qui, à quelque part, se développent, ça c'est une opinion là que j'aimais, à cause de leur insécurité linguistique. Donc, quand est-ce que je suis planté là, puis il faut que je parle, est-ce que c'est fluide? Est-ce que je cherche beaucoup mes mots parce que... J'ai pas une confiance dans les choix de mots. Ouais, je fais du code switching, moi là, parce que je parle... Tu sais, j'ai des mots anglais, puis j'ai des mots français, puis en tout ça, ça me fait un vocabulaire. Des régionalismes aussi. Et je suis pas confiant que les gens du public ou de l'autre équipe vont comprendre. Fait que là, je viens pogner, tu sais, là, je me bloque. Donc, les joueurs qui ont du succès dans cet univers-là, dans l'univers minoritaire, c'est des joueurs qui ont trouvé des astuces pour remplacer la verbomotricité. Là, il y a deux sortes de joueurs, là, quelque part. Il y a comme des joueurs qui ont une verbomotricité, puis là, il y a des joueurs qui ont remplacé leur verbomotricité avec du jeu physique. Je pense qu'en milieu minoritaire, peut-être qu'on trouve plus ça. Là, j'ai pas de preuve à l'appui, là, mais comme en termes d'observation. Oui. Je vais dire, pour revenir à mes premières expériences quand c'était à Mathieu Martin, le contexte, c'était
pratiquement une interdiction de parler anglais à l'intérieur des murs de l'école, autre que dans les cours d'anglais. Et en impro, on gardait un peu cet aspect-là aussi. C'est ce qui fait en sorte, donc tu sais, j'ai nommé les personnes qui ont joué, mais ces personnes-là avaient déjà une aisance plus grande avec la langue française parce que nos familles, on n'a pas été élevés dans des familles où on parlait chiac. On reposait moins sur des régionalismes ou sur des mots anglais utilisés pendant l'impro qui auraient pu être mal vus, si on veut, par l'administration de l'école. Donc, ça devenait presque un handicap pour quelqu'un qui, dans le quotidien, utilise beaucoup la langue anglaise, c'est-à-dire insère beaucoup de mots anglais dans son vocabulaire. Si on se retrouve avec cette contrainte-là, je pense qu'effectivement, on se retrouve à hésiter beaucoup, à toujours réfléchir, un peu comme si on traduit quelque chose dans notre tête. C'est quoi le bon mot qui devrait venir? Alors que si tu peux juste te laisser aller, puis ça, il y a un peu aussi du assumer. Puis ça, j'ai eu des débats avec, je viens de Moncton, là, j'ai eu des débats avec des amis où je sais que certains, des fois, me reprochaient quand je prenais un accent de la région en disant, tu te moques de nous autres, tu rabaisses ton langage. Je dis, non. Assumez votre accent. Hein. Puis, oui, je peux le prendre parce que j'ai grandi ici. Puis non, chez moi, on le parlait pas, fait que je peux moduler un peu mon accent, mais tu sais, j'ai fini ultimement par juste le faire avec mon frère parce que tous les deux, on se fait regarder de travers parce que les gens nous entendent parler d'une certaine manière dans certains contextes. Et là, si on reprend notre accent du Sud-Est, là, les gens voient ça comme si c'était un rabaissement du langage, alors que nous, on le voit pas du tout comme ça. On dit, ben non, c'est l'accent local. Il n'y a pas de bon ou de mauvais accent dans une langue. Moi, les gens qui m'ont fait le plus rire dans la région où je grandis, c'est des gens qui maîtrisent tellement bien l'art de jouer entre les deux langues qui peuvent faire, en fait, on parlait de génotisme, compréhension, tout ça, mais qui peuvent en faire d'une langue à l'autre, et là, ça devient presque magique. Le jeu de mots qui marche juste... Si tu comprends les deux langues. Oui. Puis c'est vrai que ça devient un peu, peut-être embêtant, dans nos têtes, si on se dit, bon, ben là, comment tu exportes ça dans un contexte de QI? En même temps, tu dis, assume-toi. Ma mère me rappelait, quand elle était aux études, dans ses jeunes années, d'aller voir la Sagouine à Montréal. Elle dit, c'est intéressant de voir la Sagouine à Montréal parce que le public, il y avait à la fois un public québécois et acadien dans la salle, et les deux groupes ne riaient pas aux mêmes endroits. Le public acadien riait des blagues dans le texte et le public québécois trouvait drôle les tournures de texte. C'est-à-dire, les deux s'équivalent. Tu sais, dans ma tête, tant que le monde est diverti, tout le monde y a gagné. Peu importe la manière dont c'est arrivé. L'analyse sur le jeu physique comme le symptôme de l'insécurité est pas mal juste. Ce qui n'empêche pas que ça, c'est une importante composante du jeu, là. C'est comme... Oui, là, faut comprendre qu'on n'est pas en train de dire non plus que la verbomotricité, c'est... non, mais je veux dire, il y a peu de gens qui m'ont fait rire autant que... Non, que exactement. Boom, Reg... Puis personne peut se jeter dans une bande comme Boom Morneau. Je veux dire, à ce jour, je me demande comment ça se fait que ce gars-là avait pas plus de fractures. Moi, j'essayais de faire le corps du jet de corps qu'il faisait et j'avais mal pendant 3 semaines en quelque part. Non, c'est ça. On les admire, ces gens-là, pour les choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Donc, bien se garrocher dans les bandes, Boom Morneau. Mal se garrocher dans les bandes, Bobble. Fait que, c'est ça. Si vous êtes dans la communauté d'impro, là, ça, c'est vos deux... Ça, c'est un spectrum. C'est le spectrum. Bien se garrocher, boom. Mal se garrocher, Bobble. C'est 2 B, là, faut pas se mélanger. Alors, mais... Ceux qui auront vu la QI de Edmundston, comment mal sauter sur une improvisoire, Stéphane Pilon, qui avait réussi à se déchirer un ligament dans le genou en atterrissant. Quelque chose que Improvisation NB a tenté de promouvoir à travers son développement, c'est de justement faire briller ces accents-là, que les gens se sentent à l'aise. Puis je pense que de plus en plus, des gens sont plus verbomoteurs puis se sentent plus confortables à utiliser leur accent puis leur régionalisme puis leur particularité puis ont moins peur de pas se faire comprendre. Mais tu peux définitivement être verbomoteur puis pas avoir un vocabulaire avancé ou consistant dans une seule langue. Tu parles du monde Felipe Candela, je vais le nommer comme ça, tu sais là, qui lui dans le fond aurait voulu jouer en anglais. T'sais, il est déjà venu me voir pour dire, la licorne pourrait-tu jouer en anglais à la place? Je suis comme, regarde Felipe. Mais Felipe est un verbomoteur, c'est pas un joueur physique ça là. T'sais? Oui. Donc, verbomoteur est souvent, on dit, le high-end là, de verbomotricité, où ce que quelqu'un est tellement fluide qu'il peut y parler en alexandrin, puis les Yves Doucette de ce monde-là. À leur prime, aujourd'hui. Aujourd'hui. Les comptines, aujourd'hui, Yves Doucette. Mais dans le temps des alexandrins. Mais tu sais, ça serait comme le top. Mais il y a aussi la verbomotricité normale, où ce que la personne n'est pas vraiment physique, donc elle remplit le temps avec du langage. Est-ce que c'est nécessairement
de la bonne verbomotricité. On peut être verbomoteur, puis c'est pas bon. Non, mais c'est ça. Non, tu peux pas. On en a vu. Surtout entendu. C'est possible de parler longtemps puis d'être plate. Je pense que ce serait une vision élitiste de l'impro de dire que la verbomotricité est sur un piédestal par rapport au jeu physique. Les deux, j'ai un souvenir d'une impro que j'ai vue à la télévision, d'un tournoi international, et il y a un joueur belge, en fait, qui a fait une impro entière en alexandrin, improvisée. T'es abasourdi. C'est peut-être pas aussi drôle mais je veux dire, il reste que t'as la langue à terre. Tu te dis comment t'arrives à faire ça. Et ceci étant dit, si je mets ça dans la même impro, il fait ça, et que l'autre bord, pendant une comparée, c'est Bass qui va faire son fameux gorille, ben je risque de voter pour Bass parce que son gorille me fait rire en Simonac. Tu sais, est-ce que un est meilleur que l'autre? Chacun a sa particularité. Puis quand quelqu'un arrive à marier les deux, parce que là, tu sais, je dis Bass est capable d'occuper de l'espace avec des mots aussi, pas juste son physique. Non, Bass c'est all around, je pense que. Oui, c'est ça. C'est un well-rounded player. En bon français. C'est du quoi? Ma question originale, vraiment, dans ma tête, je mijotais comme, y a-tu des sortes de joueurs verbomoteurs? Comme, y a-tu des sortes, comme des types, comme classifications? Toi, t'es un joueur verbomoteur de cette façon, tandis que quelqu'un d'autre est un autre. Puis le plus que j'y pense, je me sens comme si c'est un peu comme les joueurs physiques, où est-ce qu'il y a ce spectrum-là? Est-ce que tu peux être un joueur physique qui mime très précis, mais tu peux aussi être un joueur qui mime très large, mais qui est comme compréhensible. Le genre de caricature explosive d'énergie. C'est ça, là, que tu te garages dans les bandes, puis que c'est très gros, puis c'est très... Ou est-ce que c'est très fin, puis le monde est en train de regarder tes doigts, ou comme ta micro-expression. C'est ça, que c'est très facial, ou ces genres de choses-là. Je me demande, est-ce qu'il y a différentes sortes de verbomoteurs, ou est-ce que c'est un spectrum qu'un joueur exploite surtout une partie versus un autre, mais qui pourrait bouger dans cette... Je sais pas si c'est le verbomoteur ou le physique vraiment qui définit le spectre. La personnalité, en fait, du joueur est vraiment... C'est là où ça se joue. Si je pense à quelqu'un comme Pascal Gervais, son physique était joué de manière très subtile, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait tout le temps l'air du gars pogné, mais il attirait l'attention comme personne. Il bougeait presque pas, mais il avait juste besoin de faire... On voyait toutes ses expressions faciales. On voyait tout... Son sourire montait d'un demi-coin et on le voyait. C'est une manière de jouer le jeu physique. Ouais. On n'aurait jamais imaginé Jerv se garrocher dans une bande. Mais Jerv pouvait faire un jeu physique qui allait dépasser un jeu surexagéré. C'est vraiment la personnalité du joueur, je pense, qui était plus importante que à savoir si c'est quelqu'un d'un certain style de verbomotricité ou d'un autre. Parce qu'on dit verbomotricité comme si le moteur, c'est le verbal. Donc, il y a des gens qui peuvent rentrer dans l'impro avec une pelle dans les mains, je sais pas. Tu sais, motiver l'improvisation. C'est une très mauvaise pelle que tu mimes, là. Là, je pense que je suis assis à une table, c'est difficile de pelleter. Mais, non, mais l'idée que t'es en train de faire quelque chose, c'est ça qui attire l'attention, même si c'est juste comme tu dis, Jerv, qui est juste bout là, mal à l'aise, ou tu sais, quelque chose comme ça. C'est leur physique qui nous raconte de quoi. Tandis que le verbomoteur, peut-être va s'appuyer plus sur, OK, moi, je vais introduire des éléments de l'histoire ou du personnage ou du ton, verbalement. Comme moi, c'est important qu'est-ce que je dis et que l'écoute, comme si t'es obligé d'écouter un joueur physique, faut que tu l'écoutes avec tes yeux, faut que tu aies un sens, comme il y a une écoute qui est comme invisible. Avec le joueur verbomoteur, l'écoute qui doit se passer dans les joueurs dans l'arène, c'est comme tout ce que je dis, c'est un détail qui est important, qu'on peut ramener, qui impose des choses ou des opportunités pour plus tard. Donc, le verbomoteur, on dit pas joueur verbal, on dit joueur verbomoteur. Lui, il est motorisé par le langage. Il motorise l'impro par le langage, c'est ça l'essence. C'est le cœur de l'impro. Qu'est-ce qui est central à l'évolution de la chose? Puis comment ça se manifeste? Quand tu dis, là, y a-tu des sortes de jeux verbal? Ben, ça peut se manifester de différentes façons chez différents joueurs qui ont ces habiletés-là. Comme il peut y avoir des gens qui ont ce vocabulaire-là de poésie en alexandrin. Comme ça, c'est comprendre la mécanique de la langue puis être très, très à l'aise avec ça. Mais tu vois des joueurs des fois là, ils commencent à parler puis ils parlent vite puis ça arrête jamais puis ils se perdent pas dans leurs mots puis tu sais là des Louis-José Hood là, mais en joueur d'impro. Comme ça, c'est un talent que très peu de gens ont, qui est verbomoteur mais qui est complètement différent. Comme le code switching là, tu sais tu disais tu peux jouer dans un autre accent, dire OK, je suis cette sorte de personne là, mon niveau de langue est et être capable de moduler ton niveau de langue basé sur ton personnage, ça c'est un exercice qui est verbomoteur. Oui. Puis je pense que plus que t'as de variations que t'es capable d'aller chercher, plus que ta verbomotricité
te fait shiner. Tandis que si t'es pris dans ton accent natal, pis t'es pas capable de jouer ce personnage-là qui parle comme un sophistiqué ou quelque chose comme ça, il te manque des niveaux que toi tu peux amener. Il y a des personnages que tu peux pas jouer de façon crédible, en d'autres mots. Donc, ta verbomotricité peut t'aider à faire ces choses-là. Je me pose des questions, en fait, sur les étiquettes. Tu sais, il y a des joueurs aussi, je me dis, comment on les aurait étiquetés? Comment on les étiquette, même à ce jour? Puis, est-ce que c'est l'étiquette juste? Tu sais, est-ce que le fait que quelqu'un est un bon mime vaut le fait qu'on l'appelle un joueur physique, alors qu'on peut avoir plein d'excellents souvenirs de cette personne-là à travers de jeux de mots qu'il a fait ou de mise en situation beaucoup plus verbale. Mais son talent naturel, entre guillemets, de mime, fait qu'on s'en rappelle comme un joueur plus physique. Est-ce qu'on doit être défini par l'étiquette? Puis, tu sais, on disait tantôt, dans mes années de la Licume, comment les équipes étaient presque définies par leur style de jeu. Ceci étant dit, Sam jouait pour les Rouges. Je sais pas si quelqu'un considère que Sam est un joueur physique. Moi, dans ma tête, Sam est un joueur verbomoteur. Oui, absolument. Puis je pense que le complément avec Reg était là. À un point d'en devenir presque un problème parce que chacun voyait l'autre comme une béquille, alors qu'il n'en avait pas besoin. Chacun était pleinement capable de dominer avec presque ce besoin viscéral là, d'être ensemble. On se replie sur des choses qui sont confortables à quelque part, qu'on sait qu'on ne va pas faillir. Donc des fois, si tu as eu beaucoup de succès en physique ou en verbal, c'est un peu ton go-to. Oui. Je peux juste dire que c'est un petit peu drôle que tu étudies en physique. C'est pas pire, hein? Ben, en même temps, c'est comme t'es un joueur, t'es quelqu'un issu du domaine des sciences, mais qui aurait pu être un étudiant de littérature dans tes intérêts. Oui, ben c'était en fait mes choix quand je quittais l'université ou l'école, c'était soit en physique, soit en littérature, ou je crois soit en économie. Mais je ratissais, je savais pas trop où est-ce que j'allais m'en aller. Puis l'impro faisait même pas partie en quelque part. Tu sais, on parlait plutôt là des débuts, mais c'était un peu curieux aussi, ce qui, même moi, par rapport au verbomoteur, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui m'a apporté à l'impro? C'est encore là, c'est une question de personnalité. C'est dire, s'il y a quelque chose qui me dérange dans la vie, je suis du style qui va essayer de me provoquer à le faire. Je me souviens très bien de la première présentation orale que j'ai donnée je me souviens plus, 9e, 10e année à Mathieu Martin. Puis j'étais figé devant la classe et j'ai vraiment pas aimé ce moment-là. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je pense que je vais essayer de faire du théâtre pour être capable d'enlever cet élément de nervosité-là, de parler devant un groupe. Puis j'ai fait ça, j'ai fait quelques pièces de théâtre. Et à un moment donné, je me suis dit, ça va, pas que t'as pas le trac, là, mais capable dans ma tête de visualiser, aller réciter quelque chose ou jouer quelque chose devant un groupe. Maintenant, est-ce que je peux amener ça une étape plus loin? Est-ce que je serais capable de parler sans savoir ce que je vais dire devant un groupe? Et c'est un peu ça qui m'a provoqué moi-même à aller à l'impro. Puis je pense que c'est toujours dans un esprit très verbomoteur, c'est-à-dire être capable de s'exprimer devant du monde et les divertir à travers ça, ce qui est un niveau de difficulté encore plus élevé. Ça me semble évoquer la dernière question d'Elisa Mel sur notre page. Elisa Mel qui est une joueuse d'après ton temps, mais qui est allée à la même école et qui est la même sorte de joueuse. Oui, dans le fond, c'est exactement ça que j'allais dire. Oui, elle demande, est-ce qu'il y a des traits de personnalité ou des expériences qui prédisposent quelqu'un à devenir un verbomoteur? Je m'enfargeais dans mes mots, j'étais vraiment, vraiment figé. Je me souviens d'avoir essentiellement récité un texte sans émotion, tout ça, en regardant le plancher. Et c'est même pas, tu sais, je veux dire, t'étais devant une classe, là. C'est pas comme si quelqu'un va te dire, t'aurais pu faire mieux. T'as fait ta présentation, tu sais. Et voilà. Mais c'est moi qui me regardais en quelque part puis qui disait, non, c'est pas comme ça que je veux passer mon message. Bon, c'est sûr qu'une présentation devant un groupe, là, je peux pas commencer à me garocher dans des bandes, mais... Mandons à Boom, ça se fait dessus. Il y a quelque chose qui me dit que Boom a probablement garoché dans un mur pendant une présentation. Mais est-ce que c'est une prédisposition? Comme ça, c'est devant un groupe, on dirait que c'est comme un autre problème. Là, c'est la timidité puis l'inconfort devant. Oui. Mais est-ce que t'étais un enfant qui était jaseux? Oui, très. Oui, non, mais oui. Les amis de mes parents vont dire que c'en était un problème. Ouais, moi tout, j'étais épouvantable, ça de l'air. Puis je veux dire, à chaque fois que j'ai une de mes propres filles qui, des fois, arrête pas, là. Puis, c'est la pomme tombe pas loin, là, tu sais. Puis toi, ça tombe sur les nerfs, puis tu te dis, mais calvaire, j'étais pas mieux, là, tu sais. Donc, c'était moi. Tu te dis, elle va-tu se taire, non? Ouais. Mais oui, je pense que quelqu'un de verbomoteur est un peu, puis je veux dire, on regarde un groupe d'enfants, on les voit, là, lesquels sont, je vais mettre entre guillemets, là, les singes du groupe, là, qui font rire tout le monde physiquement. Et tu vas voir ceux qui parlent tout le temps.
Et puis donc, je pense que tu commences avec ça. Maintenant, ce que tu finis par en faire, ça c'est... Mais ça te donne des bonnes chances que ça sera... Si t'es pour devenir un joueur d'impro, c'est ce genre de joueur d'impro-là que tu vas devenir. Probablement. Tu peux aussi dire, je vais devenir le joueur le plus complet possible, puis te forcer toi-même. Tu sais, j'aurais pu aussi me dire, au lieu de me forcer à faire du théâtre puis de l'impro, je vais me forcer à faire de la gymnastique, là, tu sais. Et à faire du mime ou, tu sais, là, au lieu de laisser ça à ton frère. C'est voilà. Et tu vois, comme quoi on se complète dans la famille. Non, mais... Mais pour toi, en quelque part, l'élément dans ta personnalité qui t'a encouragé, c'est le fait que toi, t'avais une frustration face à quelque chose que t'étais pas capable de faire. Tu t'es poussé à t'améliorer dans cette sphère-là. Comme ça, c'est comme un autre aspect de ta personnalité qui t'a sûrement aidé en impro dans la vie, mais qui est pas strictement nécessairement verbomoteur. Oui, parce que puis c'est un trait de caractère là, de juste pas choisir le chemin le plus facile. Je veux dire, j'ai été en physique, mais si j'avais été logique, j'aurais été en biologie parce que j'ai une mémoire phénoménale. Tous les cours de bio, il faut que tu te souviennes de beaucoup de systèmes. J'avais même pas besoin d'étudier, pas besoin de travailler, que j'avais des notes parfaites. Mais la physique me demandait du travail. Donc, j'avais une certaine aptitude, mais il fallait quand même que... Donc, c'est intéressant de se dire, ouais, mais si tu trouvais quelque chose de plus facile, pourquoi c'est pas juste ça que tu as été faire? Puis ça, je pense qu'effectivement, c'est un trait de personnalité. C'est de dire, ben, je cherche un challenge. Il y a du monde qui va rouler des yeux. Là. Il y a une expression de mon père qui dit la vie est un combat. C'est assez pessimiste peut-être comme vision des choses. Mais, darwinien. Oui, mais en même temps, ça forge peut-être un peu comment tu abordes les choses aussi. Tu dis, tu sais, j'y vais, puis toujours peut-être avec l'idée de si c'est un challenge, ben je ne vais qu'en ressortir plus grand, plus fort, meilleur. Tu sais. Il y a très peu d'activités qui peuvent apporter un exercice d'humilité comme l'impro. Je veux dire, tu peux être qui tu veux. On en a vu justement là, des joueurs, que ce soit à Moncton ou lors des QI d'autres universités, des joueurs d'exception, mais vraiment se péter la gueule sur des impros. Là. Tu sais, tu les regardes puis t'es comme ça a pas bien été. Puis c'est correct, tu sais, c'est correct. Tu te relèves puis tu continues. Puis je pense que c'est un des aspects qui est excellent chez ceux qui pratiquent l'impro. Je veux dire, il y a des gens même en milieu de travail plus tard dans la vie qui vont dire, tu sais, t'as telle présentation à faire, tu sais, tu l'as-tu répété, tout ça. Puis tu sais, j'essaie de pas rire en disant, ben non, parce que si je la répète, ça sera pas aussi bon que si je l'improvise. Tu sais. Donc, je sais ce que je vais dire, là, mais je sais pas comment je vais le dire. Ça, je vais l'improviser. T'es confiant de la fraîcheur que tu peux y amener quand même sur un premier jet. Puis, je veux dire, ce que tu dis là à propos d'avoir la volonté. Oui. Comme si on parle de verbomotricité ou de physique ou quelle sorte de style que tu adoptes. C'est la différence entre l'instinct naturel puis là après ça. OK, moi, je veux devenir un joueur plus accompli. Ouais. Mais c'est là où ce que tu dis, OK, ben moi, je suis ce sort de joueur-là. Là, faut que je devienne all-around. Là, faut que je devienne polyvalent. Faut que je devienne l'autre sorte de joueur. Puis c'est là, faut que tu travailles. Tu n'as pas le choix parce que on est là qu'on me met une étiquette là, verbomoteur. Je veux dire, la première fois que j'ai essayé de faire une impro rimée devant un public, là, je me suis foiré totalement. Puis on dirait que je suis sorti de ce match-là en disant, ben peut-être pas pour moi cette histoire-là. Tu sais, si je suis quelqu'un qui est censé se rabattre sur le langage, mais qui est même pas capable de. Et dans le fond, c'est une question d'apprentissage. Je disais, oui, mais c'est une chose de rimer sur papier. Là. C'en est une autre de le faire live devant un public avec une attente que ton couplet va se finir avec quelque chose de rigolo. Donc, ouais, c'est ça, faut que ça soit bon, puis il faut que ça soit drôle, puis il faut que ça fasse du sens, puis tu peux pas l'avoir écrit dans l'avance. Non, tu sais, c'est... Ça demandait plus qu'on demanderait à un poète. Mettons. Oui. Je relis ça là, à une des questions à Élise. Elle nous en a envoyé plein. Elle demande s'il y a des conseils pour approcher des catégories physiques quand on est verbomoteur. Donc, mettons qu'on est verbomoteur et c'est ça qu'on est. Comment on développe le reste? Aïe. Sinon, la question, c'est est-ce que tu veux le développer ou si tu veux apprendre à jouer avec? Ça peut être très malaisant de le développer toi-même si c'est quelque chose avec lequel tu n'es vraiment pas à l'aise. Si tu as de la misère à t'imaginer faire certaines choses avec ton corps, tu te dis, c'est pas un bon moment. Être mal à l'aise devant un public, ça paraît. Là. Donc, tu te dis, est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que tu veux apprendre à jouer avec quelqu'un qui est très physique ou tu te sens presque intimidé par la chose? Tu te dis, est-ce que je dois accoter ça? Ou si tu dois plutôt développer, dire, non, ben, toi, fais ça, là.
puis moi, je vais faire autre chose. Puis tous les deux ensemble, on va faire quelque chose de très bien, tu sais. Ouais, parce que si l'autre personne est une tornade qui tourne autour de l'arène, puis toi tu restes stationnaire, puis tu réagis, ton physique... C'est le contraste. Oui, c'est ça. C'est le contraste, et ça, c'est intéressant, et ça peut être drôle. Et ça, tu peux être le back puncher dans cette histoire-là, puisque l'autre fait tout l'ouvrage, puis toi, Ça, t'es très humoristique. T'es posé, puis le monde peut apprécier cet élément-là. Oui, parce que autrement, comme j'avais dit au début, ça va paraître. Je veux dire, ça peut être correct, là, mais ça va paraître. Je veux dire, le seul moment où je me sentais où les gens embarquaient vraiment dans un jeu physique que moi je faisais, c'est quand je faisais une surexagération qui essentiellement se moquait d'un joueur physique. Et là, les gens voient cette notion-là qui embarque. Mais ceci étant dit, je me souviens d'une impro que j'avais fait qui était celle où je me souviens plus pour quelle raison, mais je changeais de moyen de transport à tous les 15 secondes. Et c'était une impro en fait qui était physique. Puis j'avais eu une réaction complètement inattendue du public. Je m'en rappelle parce que ça avait été un moment, ça c'est un des autres moments où tu te dis, toi tu fais quelque chose, tout le monde rit, puis tu te dis c'est pas si drôle que ça ce que je fais, pourquoi que les gens rient? Et dans cette situation-là en particulier, j'avais fait surface dans le sous-marin, mais sans m'en rendre compte, j'étais à un endroit sur scène où le seul spot qui ramassait ma tête était un spot rouge. Donc ça fitait tellement bien avec le sous-marin. Mais moi, j'avais aucune idée. Donc, tu sais, je suis là que je fais un son de ping-ping de sous-marin, puis je sors. Et là, tout le monde se met à rire, puis j'ai aucune idée pourquoi. Et tu te dis, hey, je dois être un méchant joueur physique. Et en fait, non. Mais comme j'avais dit plus tôt, tu sais, par rapport à certaines bonnes impros, il faut aussi apprendre à juste aller avec le moment. Il y a des choses qui arrivent qui sont magiques puis qui sont évidemment, t'aurais pas pu les prévoir parce que c'est une impro. C'est pas quelque chose que tu vas pouvoir adopter dans ton jeu, c'est quelque chose qui arrive, qui est magique puis qu'on va se souvenir. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que ça s'apprend ou est-ce que ça se développe? Soit que ton attitude devient une réaction face au jeu physique de l'autre qui est en totale opposition. Tu fais un commentaire sur le jeu physique, sur le geste, sur l'action, ou bien tu t'intègres dedans d'une manière tellement maladroite que ça en devient comique. Puis ça aussi, tu sais, puis là je regarde rien, là, on est uniquement dans le micro, mais Michel Albert était très bon là-dedans. Donc si quelqu'un voulait, je suis pas sûr que c'est vrai. Quelqu'un voulait attirer Michel et c'est-à-dire voulait pas l'attirer parce que c'était une erreur de faire ça. Mais tu faisais quelque chose de physique en disant je vais mettre Michel mal à l'aise, il est fait comme un bonhomme allumette. Et Michel se mettait à bouger, mais c'était tellement drôle de voir le bonhomme allumette essayer de faire les mêmes mouvements, c'est tellement awkward que ça devenait bien plus drôle que le jeu physique de l'autre. Donc, je sais même pas si c'est un compliment. Prends-le comme tu veux. Faut que tu utilises ça que t'as, c'est ça. Je le prends mal. Pour moi, le côté de catégorie où est-ce que ça te force à le faire, premièrement, je pense que, évidemment, le overall conseil, c'est, juste fais-les jusqu'à temps que là, tu deviens meilleur. Ouais. Je veux dire, ça, c'est comme fondamentalement ça. Mais je pense que c'est aussi de reconnaître quelle partie qui peut s'intégrer puis quelle partie qui tu peux pas forcer à mettre dans ton impro quand ce que la catégorie permet pas ça. Puis je veux dire ça pour les deux. Comme on a mentionné, dans une sans-parole, il y a des opportunités de son. T'as déjà une facilité avec la parole. Comment est-ce que tu peux ponctuer tes actions avec des sons? T'as déjà plus une facilité puis une réflexion par rapport à ça. Peut-être que ça, c'est une façon d'aller chercher cette capacité-là, mais l'intégrer à ton mime. Pareil comme essayer de faire une mimée où est-ce que t'es juste en train de bouger ta bouche, mais y a rien qui sort, là. Tu sais, ces impros-là on est en train d'avoir une conversation, mais en silence, là. Ouais. Mais tu sais, ça serait essayer de faire rendre une impro verbomotrice mimée, mais pas réussir parce que on a enlevé la seule partie qui fonctionne, puis on l'a remplacé avec quelque chose qui... À moins que tu trouves une façon de réussir ça. C'est ça. Je veux dire, l'impro, c'est toujours oui, mais non. Il y a des bonnes versions de cette impro-là, là, tu sais. Mais en moyenne, c'est souvent le cas où est-ce que c'est des gens qui sont plus à l'aise en verbal, mais qui se retrouvent où est-ce qu'ils ont perdu la parole, puis ils voient l'impro comme j'ai perdu la parole, pas comme j'ai gagné une opportunité de faire du jeu physique. C'est là que faut que tu joues ça, c'est comme quelle partie qui s'applique, quelle compétence que je peux ramener avec moi dans l'autre catégorie. C'est là que je pense que peut-être le jeu physique a un avantage, parce qu'il y a pas grand catégorie verbale que tu pourrais pas aussi être physique dedans. La limite, ce serait où est-ce que là, t'es pas en train d'assez parler, puis t'es juste en train de mimer 80% de ta chantée. Ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Je pense que ce que je retiens, là, puis ce que je crois fondamentalement, c'est que tous les joueurs sont physiques et sont verbales. Oui. Chacun à leur niveau, chacun de leur façon, chacun avec leur façon de s'exprimer. Verbalement,
et physiquement. C'est dans notre tête, là. Je suis cette sorte de joueur-là. Et donc, ça exclut l'autre sorte. Mm-hmm. Oui, t'es peut-être cette sorte de joueur-là, mais ça n'exclut pas l'autre partie parce que t'as également un physique. Comme que quand t'es dans du physique, t'as également une parole. Tu t'exprimes verbalement. Il y a personne qui fait aucune impro où est-ce qu'ils disent pas au moins un mot. Dans une libre, c'est-à-dire. C'est ça. Mais, ouais. Ou alternativement, même être un joueur verbal qui ne bouge pas, t'as quand même un physique, oui. Là. Même si t'es pas en train d'activement mimer quelque chose, là, t'as still un toujours physique. Sur scène. Puis quand t'es sur scène, t'es en train de dire quelque chose au public quand tu dis rien, là, juste en étant présent. Et en fait, oui, puis là, tu sais, bon, on a tous vu des joueurs moyens, mettons, et voir quelqu'un qui, quand je disais que le malaise est visible, c'est quelqu'un qui est là, puis qui sait pas qu'est-ce qu'il fait là, puis qui est mal à l'aise, ben c'est malaisant parce que tu le vois. Il est en train physiquement malgré lui, de t'envoyer quelque chose. Et là, tu te sens mal, la personne, tu sais. Physiquement et des fois verbalement, oui, parce que la voix casse, puis oui. Puis la personne revient la semaine d'après, puis dit je veux encore jouer. Tu sais pas comment réagir. T'es presque pris d'admiration, là, en disant t'étais mal à l'aise. Je l'ai vu la semaine passée. Là. T'as eu de la misère, t'étais mal à l'aise, tu tremblais, et tu reviens cette semaine. Tu te dis je veux encore le faire. Fait que tu te dis, soit là que la vie est un combat, puis ou que t'es complètement inconscient. Ça, je sais pas où ce que t'es, là. Il y en a qui sont de même. Parce que moi, ce que je dirais, c'est que, vu que t'as ces deux choses-là dans toi, d'une façon ou de l'autre, tu devrais pas te mettre de barrière pour faire les choses. Même si, toi, t'as l'impression, et là, on va me donner le personnage que tu m'as donné, là, où ce que je suis dans ces impros-là avec un jeu awkward. Ouais. Mon approche, dans ce temps-là et aujourd'hui, c'est de dire, OK, je vais rentrer, je vais faire cette chose-là. Pendant que je suis en train de le faire, je suis peut-être convaincu que je fais bien ça. Je suis peut-être convaincu que, regarde, je suis en train d'imiter quelqu'un de physique qui n'est pas moi. Toi, tu sais pas à quoi est-ce que t'as de l'air. Là. S'il y a bien quelque chose, il y a pas de miroir. Là. Tu t'entends parler, mais le physique, tu t'entends pas. Tu te vois pas. T'es juste en train d'entendre des réactions puis t'es pas sûr comment les interpréter des fois. L'idée, c'est que d'une façon ou de l'autre, si tu rentres de façon confiante, même si t'es en train d'imiter quelqu'un d'autre, et que ça soit un joueur physique ou que ça soit un joueur verbomoteur, que t'es en train d'un peu comme pasticher, ça crée un personnage, cette affaire-là. Ça fait de quoi? Oui. Ça va faire que, pour le public, c'est comme, ça c'est une autre couleur du jeu de cette personne-là, puis peut-être que toi, tu le sens pas. Tu sens pas que t'as cette habileté. Mais, good enough. Tu sais, je veux dire, c'est quand même de l'impro. Donc, à mon avis, c'est le même qu'on gagne. Tu gagnes de la confiance en faisant semblant que t'es confiant. Écoute, ça fait partie du jeu. Il y avait une impro qui avait été faite où on se moquait essentiellement de chacun des autres. Là. Puis John m'avait fait moi. L'équipe des Verts, à une certaine période, il y a personne qui voulait jouer. Il était tous sur le banc, puis c'était quoi, OK, vas-y. Non, je veux pas y aller. Toi, vas-y. OK, non, je veux pas y aller. Et je pense que cette année-là, j'avais joué 85% du temps de l'équipe. Puis dans l'équipe à basse. Et John qui me faisait moi devant les joueurs, qui disait, OK, là, maintenant on va faire ça, maintenant toi tu y vas. Puis là, la personne répond non, je vais pas y aller. Puis qui frappe sur la bande, OK, je vais y aller d'abord, et qui se retourne et qui a l'air confiant. Puis je me dis, à un moment donné, c'est ça que j'avais dû développer, c'est dire, OK, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais faut que j'aille l'air de savoir ce qu'on va faire. Le reste... T'es probablement le joueur qui a perdu le plus d'impro dans ce ligue-là à l'époque, parce que tu... Juste stat-wise, c'est impossible de... tu jouais tellement, hein. Oui, puis tu peux pas choisir tes impros dans ce cas-là. Tu peux te dire, non, c'est ton moment en disant, oui, ça c'est la mienne, là, tu sais. Non, ils sont tous à toi. Ouais, ben... à moins que quelqu'un d'autre la veut, ils sont tous à toi, puis personne les veut. Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est un couteau à deux tranchants, mais en même temps, tu dis, tu finis la soirée, puis t'es toujours un peu ambivalent. Parce que t'as tendance à se rappeler des moments moins bons, en disant, ouais, le truc, puis en fait, ça revient peut-être à ça par rapport à la question de tantôt. Qu'est-ce que tu fais comme joueur verbomoteur pour développer ça? En fait, c'est juste développer une certaine confiance à faire face à n'importe quelle situation. Tu sais, tu dis, regarde, peu importe ce que tu me... Garoche-toi dans une bande. Monte sur le poteau. Puis moi, je m'arrangerai avec ça. Puis je vais l'aborder pas avec une certaine inquiétude de faut-tu que je le suis. Tu sais, c'est sûr que j'aurais été inquiet là, si quelqu'un m'avait dit hey, tu vas suivre Pablo Montreuil qui monte la structure du pub. Là, tu sais. Elle dit hey, appelle l'ambulance avant qu'on commence. Ouais. De toute façon, l'impro réside en gros là-dessus, sur la confiance en soi. Je pense que si quelqu'un n'a pas une certaine confiance en ses moyens, tu n'y arriveras pas. Là. Puis en termes de verbomotricité, c'est un peu ça qui enclenche la fluidité. Oui. Le monde, si tu sens que t'es très fluide, si t'hésites,
si t'es pas sûr de tes choix de mots. Tu sais, tu peux inventer des mots à mesure que tu vas. D'ailleurs, ça sonne très verbomoteur, ça. Oui. Créer des néologismes. Tu y vas, puis si tu t'enfarges, c'est correct, parce que tu le fais avec confiance. Il y avait une blague, je m'étais enfargé dans une phrase. Je pense que je faisais un guide scout. Puis je dis avec énormément de confiance, tu sais. Et là, on prend le branche du lapin et je pose. Et là, le public fait un petit rire. Et je fixe le public dans les yeux. Le branche du lapin. Et là, ça s'est mis à rire tout d'un coup. Tu te dis, tu sais, assume-le, c'est correct. Ben, je pense que quand t'es déjà sensible, comme t'as déjà une inquiétude, quand tu fais une erreur, je pense que ça accable beaucoup plus que comme quelqu'un qui est déjà à l'aise. Fait que tu sais, si tu te trompes de mots, pis là tu réalises que tu t'es trompé, mais t'avais déjà une insécurité. Là, t'es sorti de l'impro. Oui. Là, t'es comme, oh non, là j'ai eu l'air stupide, pis là t'es dans ta tête, t'es plus dans l'impro. Ben, tu parles de couteau à double tranchant tantôt, tu as utilisé ce terme-là. Mais est-ce que la verbomotricité, est-ce que ça en est une? Martin Légère demande, peux-tu trop parler dans une impro? Oui, c'est possible. Mais je veux dire, c'est une question de as-tu quelque chose, apportes-tu quelque chose? Comme là, je suis en train de rien dire. Tu sais, t'es-tu en train d'apporter quelque chose à l'impro? Si t'es juste en train d'être là puis parler, tout le monde sent pertinemment bien que tu sais pas quoi faire. Des fois, c'est mieux de se faire ma gueule. C'est une leçon de vie, là. Il y a aussi le narrer ce que t'es en train de faire. Comme, tu sais. Surexpliquer. Si t'es trop pris dans ta bulle de langage, puis tu n'as pas confiance dans ta capacité de t'exprimer autrement, ben là, tu vas être en train d'expliquer qu'est-ce que tu fais au lieu de le montrer plus naturellement. Ben, aussitôt que c'est au détriment de l'impro elle-même, comme de l'histoire, des personnages, c'est soit que ça soit à cause que t'es en train de surexpliquer ou t'es en train de juste... Ou que ce soit parce que t'es en train de prendre trop de place pis t'es pas en train de laisser la place aux autres. Je pense que là aussi, t'as oublié que t'es dans une impro, puis que c'est un partage, puis que c'est pas juste une personne qui parle, c'est aussi une histoire avec des personnages dans un lieu qui explore quelque chose, là, tu sais. La verbomotricité peut avoir encore plus d'impact quand il y a des respires, quand on se donne le temps de vivre ce qu'a été dit avant. Dans le langage, il y a un débit. Mm-hmm. Le verbal, c'est un outil comme les autres, où ce qu'il faut t'apprendre à le contrôler. Faut t'apprendre à l'utiliser pour manipuler les gens. Les foules, là, tu sais, le public, là. À trouver ça bon, à comprendre qu'est-ce qui se passe, détecter des astuces, des sous-textes. Comme la façon que tu livres, c'est pas juste à propos de parler, c'est la façon que tu le livres aussi. Donc, on s'entend que la verbomotricité telle qu'on en parle, c'est beaucoup comme c'est quoi notre approche à l'humour, dans le fond. Mm-hmm. Dans le fond. Comme mes jokes sont verbales. C'est des jeux de mots, c'est des remarques sarcastiques, c'est utiliser le langage pour faire rire ou pour divertir. C'est surtout ça qu'on veut dire. Oui. Mais... C'est pas pour dire que tu pourrais pas parler de la seconde que le sifflet jusqu'à la fin. Wall to wall, puis que ça pourrait pas être bon si ça serait bien joué. Ça peut, joué. mais tu sais, si je pense à quelqu'un qui parlerait avec un débit puis un propos comme Louis-José Hood, ben oui, là, ça pourrait fonctionner. Mais c'est pas donné à tout le monde, là. Je veux dire, ce que Louis-José Hood fait en humour, c'est pas donné à tout le monde. Lui, il le fait en humour, il le fait pas en impro. Chacun doit explorer où est-ce que tu es à l'aise, puis qu'est-ce qui semble fonctionner aussi. Ça veut dire remplir un trou avec des mots alors qu'il y a rien à dire, c'est d'un ennui mortel. À moins que ça peut être ça. Comme je veux dire. Si l'impro est about ça, sure. Oui, tu sais, on a tous vu des impros de politiciens qui disent rien puis qui tournent en rond. Il y a plein de monde qui ont fait ça. Je pense que Rémi Goupil est particulièrement bon à comme juste lancer. Il arrête jamais de parler puis il lance des choses tout le temps drôles. Puis ça fait un effet humoristique parce que c'est juste tellement comme un mur de mots que ça devient. Puis, c'est plus about ça qui est dit, c'est about le fait qu'il y a la parole. Non, puis tu te pisses des culottes parce que t'as pas fini de rire d'une joke, il en a envoyé 3 autres, puis tu comprends plus. Oui. Ça, c'est des façons d'utiliser ta verbomotricité, mais encore une fois, c'est en contrôle. Il y a un but à ce que tu fais. T'as un objectif en faisant ça. Tandis que parler pour rien, tourner en rond, toi-même, tu sais plus ce que tu dis, là. Tu sais comment est-ce que des fois, il y a des gens qui commencent des impros en juste faisant le tour de l'arène une couple de fois avant de commencer vraiment. C'est comme s'il fallait qu'ils partent le moteur en courant tout le long, puis là, ils peuvent commencer l'impro. Il y a la version verbale de ça. Tu viens d'écrire Boum Morneau. Je viens de décrire plusieurs personnes à la maison qui se sentent visées tout de suite. mais il y a l'équivalent verbal de ça. Je pense que le bonjour, comment ça va? Ça, c'est un exemple comme super obvious de on parle puis on se dit rien. Mais juste, tu sais là, à un moment, juste que t'as réalisé que t'as peut-être un statisme,
mais que t'es pas en train de régler le statisme, t'es juste en train de remplir un silence pour faussement donner l'impression que t'as réglé le statisme. Ouais. Il se passe de quoi parce que tu parles, mais que c'est juste pas vrai. Je pense que ça c'est clair que c'est comme un mauvais usage de l'outil. Ou est-ce que peut-être qu'un autre outil aurait pu être plus utile? Ben, t'as besoin de plusieurs lames là, à ton canif. Et c'est là où tu dois être capable de t'ajuster, de t'adapter, puis d'amener probablement quelque chose de physique. S'il y a un trou, c'est correct, sens-toi pas obligé de le remplir avec des mots nécessairement. Puis si tu sais pas quoi faire, ben, il y a une action possible. Tout ne doit pas être fait uniquement par la parole. Puis je pense que ça dénote en fait quelqu'un qui fait ça, donc qui parle, qui décrit les actions plutôt que les faire. Ça dénote quelqu'un qui est très mal à l'aise en fait dans le moment, là. Souvent. Donnons un exemple, utilisons une des questions à Élise Hamel pour donner un exemple de la verbomotricité en action. Elisabeth demande comment un verbomoteur approche la construction de personnages versus un joueur physique. Comme je pense qu'on comprend que la verbomotricité, ça peut être un style d'humour. On comprend que la verbomotricité, ça peut te laisser raconter l'histoire en utilisant la parole. Mais dans la création de personnages, comment là dans les premières secondes, dans l'amorce, quelqu'un démontrerait par verbomotricité plutôt que physique qui il est de façon efficace? C'est pas évident. Parce qu'en fait, tu sais, c'est pour ça que je disais, les étiquettes, c'est bien beau, là, mais les premières secondes, la première seconde, de 0 à 1, là, elle se passe au niveau physique. À moins que tu commences en hurlant, là. Et ne revenez plus! C'est excellent, ça, d'ailleurs. Antoine Vézina, trademark. Pour ramener ça tantôt. Mais tu commences puis de toute façon, il faut que tu le fasses. Ça reste un jeu théâtral. Il faut que tu commences en occupant l'espace d'une certaine manière. Maintenant, même si tu joues petit, que tu joues grand, que tu joues comme tu voudras, qui tu es, ben, la première chose que les gens vont voir, c'est ton physique. Et si tu es tout le temps exactement la même chose, ben, tu vas devoir t'en sortir drôlement bien avec tes mots. Parce que, tu sais, surtout là, si on nommera personne, là, mais t'es quelqu'un qui joue 9, 10, 12 impros par match, là. À un moment donné, les gens vont être... Es-tu assis à l'avant d'un miroir ou qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il faut, tu sais, il me semble que c'est le même gars que tantôt, tu sais. Faut que tu imposes physiquement quelque chose. Oui, Martine à la plage, c'est le même qu'on appelle ça. Martine à la plage, oui. Chouine à la plage, Chouine est un chevalier, Chouine... C'est ça, là. Chouine dans un match de lutte, c'est Chouine. Mais j'ai toujours une épée. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est Chouine. Mais moi, j'amène toujours mon épée à la plage avec moi. On sait jamais. On sait jamais. Mais je pense que ce qui est intéressant avec le personnage dans ce contexte ici, c'est vraiment l'aspect fondamental de l'impro où est-ce que le physique puis le verbal se rencontrent le plus intimement. Parce que je pense que tu peux ne comme pas engager physiquement ou verbalement avec le lieu. Je pense que tu peux comme faire un choix de montrer l'histoire avec ton physique ou ton verbal. Mais le personnage, c'est vraiment quelque chose qui est comme... C'est un tout. C'est vraiment juste que ces deux choses-là se collent ensemble. Parce que si tu le veux ou non, t'es en train de faire les deux. Comme je disais tantôt, ça demeure un exercice théâtral en quelque part, ce qu'on fait. Donc, tu dis... tu sais, je vais penser à mon frère qui, lui, a fait une vraie formation théâtrale. Certains des exercices qu'ils ont dû faire quand il était à l'école Jacques Lecoq à Paris, tu sais, où tu as un masque neutre et tu dois faire comprendre aux gens quelque chose sans du tout utiliser d'expression faciale. Et le degré de difficulté que ça peut apporter, tu dis effectivement, quand on est en impro, la première chose qu'on fait, même si physiquement t'es pas quelqu'un qui bouge beaucoup, ton visage doit dire quelque chose. Tu dois déjà imposer quelque chose de par ton visage. Et si c'est de répondre à « ne revenez plus », ben écoute, tu seras surpris. Mais ton visage te dira « je suis surpris ». Si t'as juste l'air de quelqu'un, c'est la face de l'idiot du village tout le temps, ça va fonctionner une fois, ça va fonctionner deux fois, mais à un moment donné, ça devient un peu vieux. Est-ce qu'on est pris, en tant que verbomoteur, est-ce qu'on est pris à rattraper le temps perdu? À la recherche du temps perdu. Proust represent. C'est un autre exemple de tes briques plates que... C'est un autre exemple de briques plates que j'ai jamais lu, moi. Mais peut-être un jour, tu sais, là. Un projet de retraite. Tu sais, ce qui se passe, c'est que, mettons que quand tu rentres, t'as justement pas grand-chose en termes de physique. T'es un joueur verbomoteur. Donc, ta posture, ton visage, dit pas grand-chose. L'autre joueur est déjà Igor, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que toi, il va falloir que tu rattrapes ton personnage verbalement, disons. Bon, quelque part, l'autre joueur a déjà commencé à jouer, puis toi, non. Mais moi, est-ce que je peux pas ajouter plus à mon personnage verbalement que cette personne-là physiquement? Oui, ça va me prendre plus de temps. Je joue la long game, où ce que mon personnage va se définir et se révéler à mesure que l'impro avance. Parce que
j'ajoute tellement de détails. Il y a quelque chose dans mon langage, dans mon choix de mots, dans mon accent, dans la voix que je me donne, qui va ajouter plein de couches. Moi, je suis verbomoteur, là, fait que je suis en train d'ajouter, si je suis bon en construction, je suis en train d'ajouter plein de détails à ma performance, à mon background, parce que j'ai une fluidité langagière. Donc, mon personnage va être peut-être plus profond que la caricature physique, mais ça va prendre plus de temps à se développer. Elle va se faire moins remarquer aussi vite. Donc, je pense qu'il y a ces deux approches-là. Je pense pas que je suis d'accord avec toi. Parce que je pense que le vrai avantage, c'est que tu peux faire vraiment clairement, efficacement avancer l'histoire avec la parole, comme l'histoire par rapport au personnage, comme qu'est-ce que lui veut, passe-moi le sel, là, tu sais, là. Puis mais je pense que... Quelle impro! Hey, mais je pense que c'est oublier beaucoup de la valeur du jeu physique de dire que c'est surtout le verbal qui peut faire ça, parce que tu peux transmettre une attitude avec ta position de corps, tu peux transmettre une émotion, un état d'âme avec ta position de corps. Je pense que si t'es pas un humain, là, comme ça se transmet vraiment efficacement aussi, mais je pense que aussi, la façon que tu te tiens debout, la façon que tu, comme, réagis physiquement à l'autre peut en dire énormément long, puis peut paraître comme plus raffiné parce que t'es pas en train de le donner tout craché au public. Ça les laisse un petit peu... pourquoi il a réagi de même? Je vais te dire c'est quoi donc l'autre avantage d'être verbomoteur dans la construction de personnages. La verbomotricité vient souvent avec, et pas nécessairement, mais vient souvent avec, oui, une sorte de culture préalable. J'ai de la fluidité verbale parce que je fais beaucoup de lectures, je regarde beaucoup de cinéma dans ma langue. Il y a rien comme faire une rimée quand tu sors de Cyrano de Bergerac. Ah non, c'est sûr, ouais. C'est incroyable. Oui. Sorti de Cyrano de Bergerac, je suis allé voir ça avec deux chums au Ciné-Campus en 90, ou je sais pas quand est-ce que ça a sorti. Puis quand on est sorti de là, on rimait naturellement. Ah donc, tu pognes l'oreille. Tu lis le Cid de Corneille et parler en alexandrin devient infiniment plus facile. Parce que tu viens de passer plusieurs heures à lire exactement ce débit-là puis ce style de langage-là. Donc là, on parle de capacité langagière. Oui. Bon, maintenant, parce que j'ai fait plus de lectures, parce que je suis un joueur fort sur le vocabulaire, parce que j'ai fait beaucoup de lectures. Dans ce sens-là, on a dit tantôt qu'il y avait des verbomoteurs que c'est pas ça leur background, là. Mais mettons que tu as ça comme background, t'es plus capable d'écrire mentalement, d'écrire ton personnage, que quand ce que tu rentres, t'as plus un bagage en dedans de toi-même que tu peux, après ça, verbaliser ou physiquement représenter. Mais comme l'idée de bagage culturel appartient d'autant plus à la tradition verbomotrice qu'à la tradition purement physique. C'est beaucoup plus efficace que peut-être l'équivalent de culture physique, de prendre une position ou de savoir comment bouger ton corps ou de te positionner dans l'espace. C'est beaucoup plus subtil. Tandis que je pense que le verbomoteur peut être beaucoup plus direct puis clair dès le début. Et moi, je dirais varié. Oui. Varié parce que la même position, parce que tu peux jouer avec ces affaires-là. Moi, tout, je peux jouer, comme je peux rentrer puis être Igor, là, comme on peut se mettre comme un bossu puis tout ça. Mais là, après, une fois que tu actives ta parole, tu peux être un contraste à ça complètement. Puis être pas du tout ça. Donc, jouer contre. Mais l'idée, c'est que, à quelque part, quand tu regardes ça, en général, les joueurs qui sont excessivement physiques, à l'exclusion d'autres choses, sont très back-punchers. Oui. Réactifs. Tandis que la construction de l'histoire est souvent entre les mains de la personne verbomotrice. Parce qu'elle a un background en raconter des histoires. Parce qu'elle a fait plus de lecture, disons, dans sa vie. Sauf que ce que tu apportes là, c'est que ça demande presque un don de soi un peu plus grand de la part du verbomoteur. Parce que tu dis, bon, on a une histoire à raconter, il faut que ça se tienne, et que tu construis, tu bâtis l'histoire, l'autre back punch, et tu le vois bien là que l'autre est en train de gagner la faveur. Parce que ben oui, t'es en train de jouer petit. Toi, tout ce temps-là, t'es là en train de te dire dans la tête, je veux bien, mais toutes ces punchs, ils ont aucun sens si l'histoire est pas là. Fait que tu continues. Tu fais ta job. Des fois, c'est un peu ingrat comme travail. Puis, c'est pas impossible que c'est l'inverse, là. On connaît des backpunchers que tout ce qu'ils font, c'est lâcher des remarques sarcastiques en arrière, puis ils ont jamais construit une affaire dans leur vie. Puis toi, tu peux construire physiquement, puis faire toute l'action. C'est pareil. Je dirais que ce joueur, dans cet autre exemple-là, le joueur physique, qui fait toute la physicalité, a quand même un background de lecture ou de cinéma ou de racontage d'histoire. Oui, si t'as jamais vu un château, tu peux pas mimer un château. Là. Non. Fait que cette personne-là a quand même en train d'adapter sa culture, mais je dirais que cette personne-là serait aussi beaucoup plus à l'aise dans du verbomoteur, comme une impro qui le forcerait à parler surtout, que la personne, que quand ce qu'il joue physique, c'est juste pour faire des expressions en background. Là. C'est important d'être un joueur cultivé parce que t'as plus à raconter.
que après ça, tu manifestes ça physiquement ou verbalement. Ça, c'est selon ton style ou l'impro en cours, en espérant que tu es capable de tout faire. Quand ça vient des personnages, parce que c'était ça un petit peu le début, bien qu'on a comme établi qu'évidemment, il y a pas de personne qui est exclusivement l'un ou l'autre, mais je pense que quand ça vient un personnage, c'est là que ton penchant vers une direction ou l'autre paraît plus, parce que c'est où est-ce que tu commences. Je suis un personnage qui a cette sorte de voix ici, cette sorte d'attitude ici, que cette sorte de comme façon ici de s'exprimer versus je suis une sorte de personnage qui se tient comme ceci, qui bouge comme ceci, comme des expressions comme ceci. Je pense que où est-ce que ton point de départ est définit beaucoup quelle sorte de joueur qui est ton plus fort, que ton pourcentage est plus élevé entre les deux. À quoi il a l'air versus qu'est-ce qu'il y a à dire quelque part. C'est ça. C'est comme... C'est la différence entre dire t'es un personnage pis t'es un géant pis t'es immense pis comme tu crushes des affaires versus ok, so t'es stressé parce qu'au travail t'es vraiment fait que là tu comme cries après le monde parce que t'es stressé pis même tu sors ton stress. C'est beaucoup plus verbal comme façon de penser. Comme focus dans ce cas-ci, ouais. Tandis que l'autre est beaucoup plus physique comme façon de penser. Puis je pense que c'est là que ça trahit plus qu'est-ce qui est ton réflexe, plus automatique. Ouais. Mais je dirais quand même que si tu regardes les verbomoteurs, comme le monde connu pour être verbomoteur, c'est aussi le même monde qui sont connus, pas verbomoteurs, le monde qui sont connus pour être axés sur la construction, sont souvent plus verbomoteurs que physiques. Il y a un diagramme de Venn là, qui a une grosse surface. Je suis en accord. Peu importe ce qui se passe, on peut pas rester dans le moment présent. Faut qu'on aille ailleurs. Si c'est au profit de l'autre, ben, so be it. Hein? Là-dessus. On va te mettre fin à l'émission. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à Christian Chouinard pour s'être prêté à l'exercice. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est toi ça, t'étais une vedette. Vedette en barnouche. Était. Je me suis ennuyé de toi, Mike. Écoute, tu peux couper à moitié de ce que j'ai dit, c'était pas intéressant, oui.